Ces enseignements vont découler du classement général. Jetons un œil du coup au classement général après 7 étapes. Quel est-il? Attila Valter est donc leader devant le Belge Remco Evenepoel et Egan Bernal. Alexander Vlasov est 4e. On voit Louis Vercake qui est présent parce qu'il était sur une échappée la même notamment. Valter, ouais. Exactement, la même qu'Attila Valter. Hugh Carty est présent, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Dan Martin et Simon Yates. Voici pour le top 10 et donc les enseignements dont on a parlé avant l'émission. On en a choisi 3. Des enseignements, vous allez les voir s'afficher. Le premier enseignement, forcément, il concerne celui qui était le favori, mais il y avait un mais parce que son dos grinçait un peu, on ne savait pas ce qu'il allait en être. Eh bien, Egan Bernal est désormais le grand favori de ce Giro. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou non. L'enseignement 2, Remco Evenepoel, outsider numéro 1, parce que lui aussi, on ne savait pas où il en était, mais force est de constater qu'il est relativement en forme, le jeune Belge. Et enseignement 3, Simon Yates, qui était parmi nos grands favoris, on ne va pas se mentir, le vainqueur du Tour des Alpes, eh bien, apparaît en retrait parce qu'il apparaît 10e du classement général et pas forcément hyper saignant. On part donc sur l'enseignement numéro 1, les gars, avec Egan Bernal, Robin, qui est actuellement 3e du général et qui est bien en place. En tout cas, il apparaît en forme. Très bien en place, oui. Il est à 5 secondes d'Evenepoel, sachant qu'Evenepoel est celui parmi les favoris qui avait fait le meilleur chrono. Bernal, il avait été dans les temps, on va dire, dans les temps attendus, mais du coup un peu forcément plus loin. Il a recollé. Il est désormais plus qu'à 5 secondes. Et on en parlait avec Polo il y a une semaine, au moment du prologue et du départ de ce Giro. Bernal, sur le papier, était forcément le favori numéro 1, mais on avait ses interrogations sur son dos. Il avait annulé sa participation au Tour des Alpes. À une autre épreuve avant, c'était la Catalogne. Donc 2 courses annulées parce qu'il avait mal au dos. On se disait dans quel état il va arriver. Est-ce qu'il bluffe et auquel cas il fera forcément très fort et il sera le favori? Ou alors est-ce qu'il bluffe pas et ça paraît impossible de gagner un Giro avec un mal de dos? Après une semaine, on a l'impression qu'il a bluffé. C'est clair, au début, tout le monde y allait de son petit commentaire. Non, moi je pense que Bernal bluffe pas, moi je pense que Bernal il bluffe, etc. Et forcément, après une semaine, ceux qui avaient dit qu'il bluffait pas, c'est un peu qui bluffaient plutôt, pardon, c'est un peu les rois du pétrole parce que effectivement, Egan Bernal semble en pleine forme. C'est lui qui attaque derrière Mikel Landa sur la première arrivée difficile sur la 4e étape. C'est lui qui attaque pour le coup le premier. Après avoir lancé Dan Felipe Martinez sur la première grosse étape de montagne, enfin sur la première étape de montagne. Sur une étape où il avait fait en plus de rouler la Ineos et il avait pris ses responsabilités. Où il avait fait rouler la Ineos malgré l'abandon de Pavel Sivakov, donc une équipe Ineos amoindrie, ça ne s'est pas du tout vu d'ailleurs, avec un Filippo Ganna qui a été exceptionnel toute l'étape, avec Moscon, avec aussi Jonathan Castroviero. Donc voilà, c'est une équipe monstrueuse qui a l'air très confiante sur les capacités de son leader à être fort, et son leader pour l'instant délivre. Donc non, ça risque d'être compliqué de manœuvrer Egan Bernal. En tout cas, c'est la tendance qui se dégage cette première semaine. C'est Egan Bernal qui paraît presque intouchable. Après, il reste encore 2 semaines de compétition avec toutes les grandes difficultés. Donc ce serait un peu présomptueux de dire qu'il a déjà gagné, bien loin de là. On a une déclaration d'Egan Bernal qui fait un peu un résumé de ces premiers jours de course, et notamment après avoir attaqué, il dit voilà, on voulait être conservateur, mais pendant la course, on s'est rendu compte que je me sentais bien. À un moment donné, il y a eu une opportunité de contrôler la course, on voulait saisir cette opportunité. Donc il y a eu ce qu'il a fait factuellement, donc d'aller attaquer, mais surtout la manière, Robin, quand il sort et qu'il va chercher Dani Felipe Martinez, son propre équipier, il apparaît très fort, et je pense qu'il a marqué psychologiquement ses équipiers à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement. Et en plus, on est dans des difficultés qui n'étaient pas encore des grands cols, des longs cols qui correspondent super bien à Bernal. On n'était pas à des grosses altitudes non plus, où en gros, on attendrait de voir Egan Bernal marquer le coup. Là, c'était pas honnêtement sur ces arrivées-là qu'on l'attendait. En fait, on pensait qu'on allait voir un Bernal en contrôle rester dans les roues, auquel cas on aurait déjà été assez rassuré sur sa condition. Mais là, plus que ça, on a vu le Bernal qui prend les initiatives, qui va chercher, qui lui-même lance les attaques, qui fait rouler pour ensuite attaquer. Et il l'a dit aussi en interview, il a dit, avant le Giro, il a dit, je voulais retrouver le Bernal qui n'a pas peur et qui va attaquer, et qui va chercher le maillot, les victoires. Et c'est ce qu'on est en train de voir pour l'instant. Et c'est
honnêtement, moi, ça me régale parce que le Bernal qu'on a vu l'année dernière, complètement au fond du trou sur le Tour de France, qui n'a aucune chance de jouer ne serait-ce qu'à un début de classement général, c'était assez triste. C'est un coureur qui, d'une manière générale, a une belle cote de sympathie, qu'on aime bien, qui est un jeune coureur. On a envie de le voir surtout face aux nouveaux jeunes prodiges que sont Pogacar et Evenepoel. Donc ça fait plaisir de le voir à son niveau, en fait, en espérant qu'il monte encore en puissance parce qu'on peut avoir un Giro de Bernal assez fantastique avec les difficultés qui arrivent. Non, mais comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Bernal ne pas subir la course comme il l'avait subi sur le Tour de France l'an passé, comme il l'a subi en début de saison sur les courses par étapes par rapport à d'autres coureurs. Là, c'est un Egan Bernal offensif. Mais après, surtout, là, un peu à l'image de Remco Evenepoel, on en parlera tout à l'heure, on l'a vu notamment briller sur des efforts courts, sur des efforts pas très très long. J'attends de le voir quand ça va devenir plus compliqué. On sait que s'il a réellement mal au dos, c'est quand les courses vont être longues et que les efforts vont être encore plus importants. Ça a déjà été une première semaine quand même difficile pour lui. Ça a été difficile, mais en termes d'intensité, mais en termes de dénivelé, en termes de parcours, pour l'instant, on est loin de ce que les coureurs risquent de traverser dans les jours qui viennent. Donc c'est pas du tout pour minimiser ce qu'a fait. C'est pas pour les attaques qu'il met. C'est ça. C'est pas pour minimiser ce qu'a fait Egan Bernal, mais il a encore un petit peu mal au dos, c'était pas sur ce genre d'étape et sur le genre d'effort qu'il a produit, souvent à 2-3 km de l'arrivée, qu'on va le voir. Donc il faudra quand même qu'on attende une réelle étape de montagne avec beaucoup de kilomètres et beaucoup de dénivelé. On a quand même été pas mal rassurés. On a quand même été pas mal rassurés, ça je te l'accorde. Alors il y a Vogor qui demande pourquoi cet horaire alors que la course n'est pas encore terminée. Mais justement, la course n'est pas encore terminée, donc on peut la suivre ensemble. Il reste 10 km, n'hésitez pas à tenir au courant de l'avancée dans le chat. Nous aussi, on la regarde cette course-là. L'échappée de 9 coureurs est en ce moment toujours formée. Il y a eu quelques attaques, notamment Campenard qui a essayé de sortir tout à l'heure. Goujard est allé le chercher. Mais voilà, cette échappée de 9 coureurs, elle a 6 minutes d'avance. On voit en ce moment certains coureurs qui sont debout en train de s'étirer. Donc on sent un moment un tempo assez réduit. Et ça se regarde pas mal. Alors que voilà, il y a quelques attaques. Et c'est Kobe Goossens. Je crois qu'on dit Rossens d'ailleurs. Si j'écoutais Jackie Durand en parler, je crois qu'on dit Kobe Rossens qui vient attaquer avec son compatriote Victor Campenard. C'est pareil, il décide d'anticiper Rossens. Alors que je pense qu'à la pédale, il avait peut-être une chance. Mais en tout cas, il va pas falloir trop se regarder derrière parce que si tu les laisses quand même un peu prendre de l'avance, même si l'étape est difficile, c'est quand même deux coureurs de talent qui sont plutôt de la même génération mais qui sont tous les deux très talentueux. Donc voilà, mais ça reste là avec Victor Lafay qui on est bien on est bien sur notre prono. on est bien et surtout ce serait cool qu'un Français gagne l'étape et franchement à la pédale comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même lui qui a une belle chance de gagner donc il le sait, il a l'air fort parce qu'il est revenu sans problème sur les deux fuyards. On dit bien Goossens, voilà, nous dit Thib, qui apparemment est un Belge. Okay, Donnez-nous merci. Il faudra le dire à Jackie Durand, hashtag les RP, de lui dire qu'on dit bien Goossens. Ça marche. Excusez-moi pour la prononciation. Comme nous le dit Arnaud. Donnez-nous d'ailleurs votre favori pour la victoire d'étape. On va voir qui va être capable de briller, non pas de vriller. Il y a un Nelson Oliveira qui est passé. Voilà, champion Oliveira, effectivement, dit la petite bordure. Mais voilà, on la suit ensemble. C'est toujours cool d'être sur Twitch, de parler vélo, d'être sur le stream et en même temps de suivre en live des arrivées, alors que là on a des belles places italiennes et Alexis Goujard qui commence à remonter et à attaquer un peu en facteur avec la fée. Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais on va suivre. Le siège de la moto. Exactement, lentement mais sûrement. On enchaîne avec le deuxième enseignement, les gars, c'est Remco Evenepoel, deuxième du classement général. Paul, surprise totale. Il paraît extrêmement en grande forme. Non, là pour le coup, surprenant. Parce qu'encore une fois, et on l'a très bien dit. Je suis surpris, Paul. Qu'il fasse ce résultat-là au prologue, pas surpris, et qu'il arrive à suivre sur un effort court comme ce qui ressemble un peu à ce qu'il a déjà pu faire dans sa carrière. Je pense à Jesquibel notamment sur la Classica San Sebastian ou même sur l'Alto di Foia vis-à-vis de ses montées quand même très pas roulantes mais très régulières comme on l'a vu sur l'étape 6. C'est quand même des montées que ce soit sur des efforts courts et un peu pentus, que ce soit sur des efforts un peu moins pentus mais plus réguliers. C'est là on a vu un Remco Evenepoel déjà briller au début de sa carrière. Donc moi franchement, alors ça peut paraître un peu présomptueux, mais je suis pas surpris en tout cas de cette première semaine. Je l'attendais là. Je suis plus déçu notamment de son coéquipier Joao Almeida, on en parlait un peu tout à l'heure. Mais voir Remco Evenepoel
performer, en tout cas ne pas être lâché, parce que pareil, il n'attaque pas, il a un contre-temps, etc. Moi, je suis pas spécialement surpris de le voir. Dans une situation normale, je suis d'accord avec toi, de le voir bien en première semaine d'un Giro, sachant ce qu'il a déjà montré, c'est complètement dans ses cordes. Mais la surprise, elle vient du fait qu'on l'avait dit la semaine dernière, il n'a pas couru depuis 9 mois, depuis le Tour de Lombardie. 300 jours sans compétition. Voilà, depuis le mois d'août l'année dernière où il était tombé sur le Tour de Lombardie, une chute très sévère où il y a eu beaucoup de repos, de rééducation derrière. Il est arrivé notamment sur ce Giro avec un poids défiant toute concurrence. Il est à 60 kg. 60 kg et demi selon son manager Patrick Lefebvre. C'est pas surprenant de le voir performer comme ça en montagne. Du coup. Alors que son poids de forme d'habitude c'est plus 65. Il dit est-ce que c'est une volonté de Koenig, Quick-Step et d'Evenepoel d'arriver super affûté pour passer la montagne, ou est-ce que Evenepoel n'a pas réussi à reconstruire tous les muscles et toute sa masse musculaire qu'il avait avant sa chute? C'est une question aussi. En tout cas, on a la déclat de Patrick Lefebvre, son manager, voilà, on voit qu'il explique ça. 4,5 kg de différence, honnêtement, c'est énorme hein, pour un coureur, surtout que voilà, 4 kg pour un coureur de 60 kg, ça représente beaucoup. C'est pas comme pour moi. Donc honnêtement, moi, quand Lefebvre dit ça, j'ai l'impression que même lui, il est un peu surpris de voir Evenepoel aussi maigre, en fait. Il a vraiment dit comme ça, il a dit Remco est maigre sur ce Giro. Donc ça va être aussi une interrogation sur la suite de cette course. Après, ce qui est sûr, Polo, il a mangé Almeida dans le co-leadership qu'il y avait chez il a digéré et tout, hein. Et on n'a plus d'interrogation à se faire sur est-ce qu'il est revenu en forme. Maintenant, la nouvelle interrogation, c'est il n'a jamais couru de grand tour. Est-ce qu'il va tenir 3 semaines? Mais on est revenu dans une situation où on a oublié qu'il avait chuté, qu'il avait eu 9 mois sans vélo, et c'est comme si on avait juste un gamin de 21 ans qui démarrait à grand tour. Et c'est ça, et c'est exactement ce que tu dis. Moi, encore une fois, je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là, puisque il fait des performances que, évidemment, si on occulte ces 300 jours où il n'a pas couru, ça peut surprendre. Mais au final, c'est que ce soit sur les profils ou au niveau de l'adversité qu'il a sur cette première semaine, pas surprenant de le retrouver ici. Là, on va l'attendre, comme tu dis. C'est comment il va réussir à répéter des efforts, surtout s'il est plus affûté. Est-ce que c'est une volonté ou non? Ça, c'est une excellente question. D'après ce que dit Patrick Lefebvre, ça a l'air de l'être. Surtout avec la montagne qui l'attend, c'est quand même mieux d'être le plus affûté possible. Et quand tu es affûté comme ça peut être un problème quand tu as des conditions difficiles comme sur cette première semaine. On sait que plus tu es affûté, plus tu es sensible. Il a l'air de bien au froid, à la pluie. Donc, il a l'air de bien les passer. Et en plus, il a l'air de pouvoir rouler aussi vite au vu de son prologue. La grande question, moi, c'est toujours pareil. C'est pas pour le condamner du tout, mais c'est de voir comment il va tenir sur 3 semaines et comment il va subir les passages à plus de 2000 mètres d'altitude, les étapes à plus de 5000 mètres de dénivelé. Il y a les pourcentages aussi pour les longs cols à fort pourcentage. La spécialité du Giro, c'est ça, c'est du col long avec du gros pourcentage, des ruptures de pente, etc. C'est là qu'on va voir sur le zone colline, ça va être quelque chose. Hein. Voilà, le zone colline sera un vrai test pour voir, même pour la suite, comment Remco Evenepoel peut se placer vis-à-vis des grands tours. On a fait un tableau effectivement de ce dont tu parles, Robin, avec effectivement cette capacité de Remco de briller sur certaines pentes dont tu parlais tout à l'heure. Oui, on voit qu'il a gagné à l'Alto de Foya, Paul en parlait tout à l'heure. On a mis en fait les arrivées au sommet qu'il a connues l'année dernière, en 2020, sur la saison assez incroyable qu'il a faite. Donc il a gagné 2 fois au sommet, l'Alto de Foya sur le Tour d'Algarve et le Picon Blanco sur le Tour de Burgos, on voit le profil des arrivées. Il avait gagné aussi au Tour de Pologne, c'était une petite arrivée au sommet, mais c'était un peu différent, il était parti en échappée depuis de longs kilomètres. Et ensuite, il y a aussi les arrivées où il a été battu. Alors, il est jamais très loin. On voit, il est 5e, 3e. Donc, l'Alto Colorado, c'est au Tour de San Luis, c'était en tout début de saison. Et ensuite, l'Alto de Malayo, c'était de nouveau en Algarve. Et Lagunas de Neila, c'était de nouveau à Burgos. Mais on voit que notamment sur des 11% à Burgos, Lagunas de Neila, il n'a pas gagné, alors que sur une pente un peu plus faible de 8%, 9% quasiment 2 jours plus tôt, il l'avait gagné. Donc pareil sur l'Algarve, une pente à 6%, il avait gagné. 2 jours plus tard, c'était 9,4%, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il va vraiment bien encaisser ces pourcentages un peu extrêmes qu'on a sur le Giro, sachant qu'on va avoir une concurrence plus forte que sur toutes les courses et sur toutes les arrivées au sommet qu'on a listées là. On va avoir du Bernal, du Simon Yates qu'il n'y avait pas sur ces courses-là. Voilà, pour moi, c'est surtout ça l'interrogation, c'est sur les grands cols longs et avec des forts pourcentages, comment il va se passer. Je fais un petit point sur la course, Polo. On est à 5 km de l'arrivée. On a 2 coureurs qui sont sortis, Carboni et Campenhardt. C'est Goujard est sorti en contre-attaque et est en train de faire le trou. Voilà, tu peux y aller, mon Polo. Non, mais pour revenir sur ce que disait Robin, les gros pourcentages, il peut les tenir, mais pas indéfiniment. Et voilà, on l'a dit, on va pas paraphraser. Ce sera intéressant de le voir sur des cols de 10, 15 bornes avec ce genre de pourcentage. Ce qui est marrant d'ailleurs à Lagunas
Vinela, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait roulé comme un porceau derrière Joao Almeida qui s'était échappé. Et déjà là, ça avait fait jaser. Et c'est pour ça que. C'est là qu'on avait compris que l'entente entre les deux n'allait pas être ouais, et que l'autre, exceptionnelle très longtemps. Que l'autre, c'est un mini cannibale, comme il commence à être surnommé. Donc non, ça va être intéressant. Et encore une fois, cette première semaine a mis en valeur ses capacités, c'est-à-dire les forts pourcentages sur des périodes courtes et aussi des cols réguliers, où pour le coup, là, il peut vraiment faire parler ses capacités. Maintenant, là, début de deuxième semaine, troisième semaine, c'est là qu'on va vraiment voir s'il peut, ne serait-ce que gagner un grand tour, voire même tenir sur ce genre de difficultés. C'est exactement ce que note le chat, Polo, de voir la petite bordure dit voilà, on va voir ce qu'il va donner en troisième semaine. Troisième enseignement, Simon Yates qui faisait partie des très grands favoris de ce Giro, le vainqueur du Tour des Alpes. De Polo, hein. Faut pas le rappeler, attention, les gars, une première semaine, il a beaucoup flotté, profil vraiment compliqué, pas forcément sa spécialité. Non, ça c'est faux, parce que s'il était fort, il aurait vraiment performé sur toutes ces arrivées-là, où en général il laisse peu de place au doute. Il aurait 2018, il aurait gagné 2 étapes déjà. 49 secondes de retard au classement général, il est 10e. Est-ce que, alors je participais aussi à mettre cet enseignement-là, qu'il apparaît en retrait, mais en retrait, ce n'est pas battu, on est d'accord? Pas du tout. Les battus, c'est Almeida qui a pris quasiment 5 minutes dans la tête. Hindley, tous ces gars-là. Hindley aussi. George Bennett. Simon Yates, non, il n'est pas du tout battu. Il est en retrait, ce qui peut parfois être une bonne chose. Il a peut-être aussi appris de son Giro 2018. Polo, tu disais tout à l'heure où il avait cartonné en début de Giro. Et il s'était écroulé sur les 4 derniers jours. Donc, vaut mieux être tranquille sur les 2 premières arrivées au sommet et cartonner à la fin. Parce que c'est comme ça que tu remportes le Giro. Et Froome, il l'avait fait comme ça en 2018. Après, l'interrogation que j'ai sur Yates, c'est sur sa capacité à être bon quand il y a du mauvais temps. Et souvent, sur le Giro, il y a eu des mauvaises conditions et ça correspondait pas mal de fois avec ses mauvaises performances. Donc peut-être que cette première semaine en retrait, elle n'est pas due à une forme un peu tardive, mais juste aux mauvaises conditions. Est-ce que vous croyez en le retour de Simon Yates? En tout cas, lui a avoué que ça avait été très compliqué. Il a dit voilà, il n'y a eu que 2 journées pour les favoris, en plus du prologue. Mais les autres étapes ont également été stressantes à cause du vent. Je pense que depuis le départ, ce Giro est très difficile avec ces conditions. Et ça risque de continuer comme ça. Ça sera vraiment dur. On sent que mentalement, il en a pris un petit coup quand même, Polo, le Simon Yates. Je sais pas, moi je suis partagé entre le fait de, oui, il a peut-être appris de ses erreurs sur notamment celle du Giro de 2018, où pour le coup, ce genre d'étape, il allait les chercher et il allait les gagner. Mais d'un autre côté, un Simon Yates en forme, c'est un Simon Yates offensif, un Simon Yates qui veut laisser le moins possible à ses adversaires. Et c'est quand même assez surprenant de le retrouver un peu en retrait sur un deuxième, voire un troisième échelon. Alors que, attendez, il se passe quand même des choses à la course, ça commence à crier à la télé. Carboni qui rattaque avec Campenarts. Bon, là, ils vont arriver dans les parties les plus difficiles. Ils sont à 3 km de l'arrivée. Ouais. Et Goujard est derrière à 12 secondes. Pour revenir sur Simon Yates, après, je pense qu'on pourra s'arrêter et faire la fin de course ensemble. Je suis un peu partagé. Je vais quand même attendre de voir qui commence à faire un peu meilleur, parce que bon, on est quand même en mai et ça vaut aussi pour nous. Ça commence à être un peu casse-couille ce temps de merde dans toute l'Europe. Mais ça, c'est le Giro. On le sait très bien que le Giro. Mais normalement, c'est quand tu vas en altitude. Mais là, c'est ça. Et là, le très souvent. J'attends de voir. Pareil, Simon Yates, c'est aussi quelqu'un que j'attends, contrairement à un Damiano Caruso qu'on a vu fort sur la montée de cette 6e étape. C'est un mec que j'imagine pas retrouver sur du très fort pourcentage, sur de la course de côte ou même sur de la course à gros dénivelé. Donc voilà, c'est là que j'attends Simon Yates. Je sais pas s'il est en mode diesel ou si justement il est un peu moins fort que les autres. Il est à 33 secondes de Bernal. C'est quand même encore très raisonnable. Mais c'est très dur de donner une tendance pour Simon Yates, mis à part le fait qu'il ait perdu 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là sur des petites étapes avec très peu d'écart. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors qu'on regarde en même temps la course, 2,7 km de l'arrivée de cette 8e étape du Tour d'Italie qu'on suit ensemble en live. Et Giovanni Carboni, les gars, semble être parti. Je vais dire pour tout à l'heure qui grimpait Attaque de bien. Victor Lafay, j'ai l'impression, messieurs. Ouais. Lafay, je pense qu'il sait que c'est Carboni l'homme à surveiller, l'un des meilleurs grimpeurs du groupe. En tout cas, Carboni, il a quand même fait un trou. Campenarts semble avoir complètement sauté. Et Giovanni Carboni... Lafay est sorti en... Lafay, il a l'air fort. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui suit, donc il n'y a personne qui va pouvoir l'aider. C'est
C'est tout seul maintenant. Ouais, mais moi je préfère dans ces cas-là, au bout d'un moment, il reste 2,5 km. Vas-y tout seul, commence pas à te regarder avec un autre. Lui, il va plus se regarder, Carboni. Donc il faut y aller. Moi, je pense qu'il fait bien d'y aller. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, là, quand il est revenu sur Goossens et Campers, il a quand même l'air fort. Et puis là, 2,5, bah voilà, là, c'est le plus dur. On est vraiment sur les pourcentages. Parce que il fait le jump, mais il faut qu'il recolle vite et qu'il se refasse un peu la cerise. Je comprends pas pourquoi il est pas parti tout de suite quand Carboni est parti, parce que ça me semble assez évident que c'était lui la match. Peut-être qu'il a jaugé et qu'il a senti qu'il était plus fort que Carboni, et quand on voit son accélération et la facilité avec laquelle il est revenu, là, ça semble quand même bon pour lui. Derrière, personne n'a pu suivre quand il a attaqué. Il revient dans la roue tranquillement, sans se précipiter. Surtout, il se précipite pas pour revenir en secondes. Je vais toucher du bois. Est-ce que tu mets un contre? Est-ce qu'il met un contre? Ça sent bon la victoire de la française. Oh là là, il Victor, oh ouais, il est bien. En plus, et là, il n'y a personne derrière. Deux coureurs de 25 ans, donc les deux n'ont jamais gagné en professionnel. Allez, te retourne pas, champion. Il est bien parti, là, faut y aller. Non, il va le faire. Deux bandes, c'est long. On l'avait annoncé, Robin. On l'avait annoncé. Bon, non, je touche du bois, là, je m'emballe un peu. Après, on va s'en vouloir. Regardez les nuages derrière. Jeff, ça me rappelle ce week-end quand on est parti, à côté de Fontainebleau. Un coup, il y avait un énorme soleil, et puis hop, tu changeais de côté, des énormes nuages. Donc visiblement, c'est vraiment dans toute l'Europe qu'il y a ce un tour au soleil, parce que tu revenais trop. Regarde, là, il y a soleil, là. Ça qui est terrible. Mais oui, Polo, ça c'est le... En plus, c'est la montagne. Il passe sous les deux bornes. Il n'a pas fait un énorme écart non plus. Non, pas fait. Il faut pas il se retourne beaucoup. Il faut relancer si tu peux. J'ai l'impression qu'il le fait là. Là, faut pas se retourner, Victor. Ils sont dans les pourcentages les plus compliqués de la montée, parce que je regardais, c'est à 7%. Le dernier kilomètre est à 4% de moyenne. Donc c'est un replat qui est un peu plus intéressant. Donc en gros, là, il lui reste 800 mètres vraiment compliqués, où les écarts vont peut-être un peu se stabiliser. Mais Carboni semble quand même dans le dur. Il a un bon coup de pédale là. Il est bien. Peut-être un peu plus roulant que tout à l'heure, mais il a l'air d'avoir un bon coup de pédale. Je sais pas comment est Carboni derrière. Et ça commence à être cool, parce que depuis sur une étape en ligne, Desmar avait gagné dernière victoire française sur une étape en ligne sur le Giro. Polo, on en parlait juste avant l'émission. Français sur le Giro, non, on parlait de Nance Peter sur le Tour de France, mais je pense que c'est Nance Peter sur le Giro aussi. Aussi pour moi. Je crois que hors Arnaud Démare, hors les sprints d'Arnaud Démare, je crois que c'est Nance Peters qui gagne en Tols il y a 2-3 ans. Pourquoi tu exclus Arnaud Démare? Non, mais là, on se fait ça la question. C'est moi qui pas Arnaud Démare, mais hors course, hors sprint, je pense que c'est Nance Peters qui gagne en Tols devant Esteban Chavez. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Le chat nous le dira. C'est 2019. Oui, c'est 2019. C'est ça, je sais plus. C'est 2019 en Tols, sur la 17e étape. Ça doit être ça alors. Et il a gagné dans le fief des biathlètes, Nance Peters, qui est très pote notamment avec Émilien Jacquelin, le biathlète français champion du monde. Quelle expertise multisport de Polo. Quelle expertise multisport. Ah ouais, biathlon, vélo, là en général, je mets dedans. Alors, est-ce qu'il va revenir Gavazzi là? Moi, je pense pas là. Je pense que ça joue battu là derrière. On Victor fait un point sur la course. Si par hasard vous n'avez pas la possibilité de regarder Eurosport Player. Et vous êtes nombreux, on le sait. On le voit sur les réseaux sociaux. Mais Gavazzi est revenu sur Carboni derrière. Mais il a fait un bon écart. Une belle quinzaine de secondes d'avance. Puis il a beaucoup de pédales. 1 km, il va passer la flamme rouge. On annonce 20 secondes. Est-ce qu'on peut dire que Victor l'a fait du coup? Ah, peut-être, mais je vais pas le dire trop vite, Polo. Mais en plus, tu l'as volé au chat, et ça, c'est pas beau. Ah bon, non, pour le coup, alors excusez-moi pour ceux qui l'ont fait. Non, il l'a fait l'écart. Okay. C'est Adri Meia, si je dis pas de bêtises, 135. Autant pour moi, j'avais pas vu ton commentaire, je te promets que je t'avais pas volé. Effectivement, la réalisation italienne qui reste focus sur les deux Italiens, grand classique. C'est clair que là, tu as deux Italiens à la poursuite d'un Français. Ça doit être terrible pour eux de voir qu'ils sont en train de plafonner, alors qu'on voit aussi le peloton qui est mené par les Bahrain Victorious, je crois. Ouais. Bahrain Victorious pour Caruso ou Pello Bilbao, qui peut peut-être reprendre un peu de temps. Je crois qu'il a une 40 d'Attila Valter. C'est Deconinck qui roulait juste avant. Damiano Caruso aussi qui est très bien. Je sais pas. Parlant de général, avant que Lafay s'impose, je voulais placer un petit mot. On l'a pas mis dans les enseignements, mais sur Giulio Ciccone,
qui était l'un des plus forts, j'ai trouvé aussi sur cette première semaine. Ouais. Il était avec Bernal sur la 4e étape à Sestola et Il sur fait la 6e à beaucoup Giacomo. d'efforts. Beaucoup d'efforts, ouais, mais finalement c'est le seul qui est arrivé à chaque fois dans le premier groupe de favoris. Donc il est à 47 secondes au général, 8e, parce qu'il a pris un peu cher sur le chrono. Mais très belle surprise de ce début de Sur Giro. la 6e étape, contrairement à Romain Bardet qui a un peu payé, il l'a dit, hein, ses efforts n'a pas payé. sur la descente et sur la plaine, lui est resté avec les favoris de ce Giro. Ouais. Et ben voilà, il va le faire, je pense. Il reste 500 mètres pour Victor Lafay. Il l'a fait. Il est en train de le faire. Mais attention, on en a vu, hein, c'est Christophe Mangin qui il serre le point. Il le sait. Là, il a le temps de tomber, se relever et d'aller gagner. Non, mais ça déchire. Ça déchire. Ah ouais, on franchement. est content. C'est vraiment la belle éclaircie sur ce Giro un peu. Morose, effectivement, pour les Français. En termes de météo, bien sûr. Bravo Victor. Mais oui, Victor. Magnifique. Excellent. Il peut même terminer un peu plus tranquille parce qu'il a serré le point à 400 mètres de l'arrivée. Il a fait un bel écart. Mais en vrai, c'est ce qu'on se disait avec Robin, c'est que quand on regardait un peu la liste de cette échappée, au niveau des références que les uns et les autres avaient, avec cette arrivée difficile, on a vu, hein, il a attaqué, stratégiquement il était bon, c'est dans les gros pourcentages qu'il a attaqué. Ouais. Il s'est pas trop grisé quand Carboni et Campenard sont attaqués. Non, il a parfaitement géré, c'est magnifique. Ça fait vraiment kiffer. Hein. Entre l'étape qu'il nous avait faite sur le Tour d'un comité de Valence et ça, franchement, on valide. Il a une histoire particulière quand même, Victor Lafay. Je regardais là, il avait décidé de rejoindre donc le Chambéry FC, qui est l'équipe réserve d'AG2R, et il avait une excroissance osseuse au fémur. Il avait dû subir une intervention chirurgicale qui l'avait laissé un peu de côté pendant un moment. Et puis il est revenu, il a signé chez Cofidis en tant que stagiaire en 2017. Et aujourd'hui, du coup, c'est sa première victoire en Grand Tour. Donc le Tour d'Italie pour démarrer, c'est quand même pas mal en World Tour, les gars. Ouais, il a gagné avant Viviani sur cette Giro. Effectivement, elle fait plaisir. Bravo, Elmaria. Ça fait toujours plaisir. Putain, mais Viviani, d'ailleurs, est-ce qu'il m'en claquait une je vois pas trop dans quel contexte il pourrait. Hein. Non, ça risque d'être compliqué. Maintenant qu'Ewan est parti. Ouais, ça relève, mais il y a quand même pas mal de coureurs qui vont passer les monts. Tim Merlier, Sagan vont les passer. Nizzolo a l'air plus fort que lui. Ça va être compliqué pour notre ami Viviani. Effectivement. Où sont les favoris là? Bah oui. Alors, ils arrivent dans un peu moins de 5 minutes. Un peu moins de 5 minutes quand même, les gars. Donc on va quand même lancer le... Mais attends, ils sont peut-être dans la montée en soi, Joseph. Là, ils sont censés être dans les 3 derniers kilomètres. Hein. Mais la réalisation, maintenant, il reste sur la ressemble un peu à Arthur Vichot, je trouve. Victor Lafay. Un peu, ouais, un petit air. Alors qu'on a Alexis Goujard. Goujard, le favori de Joseph, qui arrive le favori de Joseph. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas vu juste. Bah oui, Joseph Goujard, il est un peu lourd. Il est devenu un peu lourd pour ce genre d'arrivée. Non, mais là, pour le coup, elle sera intéressant de revenir avec la moto devant la réalisation, parce que moi, devant la réalisation, devant le peloton. Il est peut-être fan d'Alexis Goujard. Hein. Ouais, je suis persuadé qu'il peut se passer. Je suis vraiment persuadé qu'il peut se passer quelque chose. Bon, pas le mouvement du siècle, mais au moins que des petits des coureurs pour Voilà. Luc Carty, je l'avais dit. J'avais dit. On a les F Drapac qui ont pris la main du peloton. Ce que tu as dit hors antenne, ça compte pas pour oui, c'est à toi que j'ai dit. Oui, je sais plus si j'avais dit dans l'antenne. Non, je rigole. Peut-être que tu l'as dit au tout début. Non, je me souviens plus, mais on avait parlé d'un mec comme Luc Carty. Tu vois, et clairement, c'est typiquement ce genre de profil pour essayer de grappiller quelques secondes. Alors qu'il y a Vogor qui n'en démord pas. Planning kata dans votre live. Oui, t'as raison, c'est nul. On est en train de suivre ensemble l'arrivée du Giro. Franchement, c'est cata. Hein. On prend pas du tout de plaisir et tout. Attention, victoire française ensemble. Alors qu'on a une chute, on va voir, c'est un homme de la Bora. Alors qu'il y a encore Mikel Landa qui est tombé. non, le pauvre. Un mec de la Bora, un mec de la Bahreïn. Ouais, pour revenir sur Vogor, bah écoute, désolé gros, hein, va regarder les rois de la pédale, ça commence dans 5 minutes. Mais on n'a pas le kilométrage là, le Giro, on ne sait pas où ils sont dans la montée. Ouais, effectivement, on ne sait pas où on en est parce qu'il n'y a pas de kilomètre. Ça tombe devant. Ça tombe tôt. Donc, faut voir s'il n'y a personne qui est piégé. Le Bahreïn. Mais là, il nous remonte le Gaviria qui arrive sur la ligne. Salut Fernando, mais c'est pas toi qu'on a envie de voir là. Parce que là, ils mettent un vrai train, IF. Ce sera intéressant de voir qui est tombé côté Bahreïn-Mérida parce que ça annonce une attaque de CR qui vient se replacer là sur la gauche. Mais par contre, ouais, faut pas. C'est sympa de faire un petit tempo, mais faut attaquer, je pense. Mais on n'a pas le kilométrage, ça me rend fou. Ineos arrive en tête de peloton là. Ah là, ils doivent être à niveau de la flamme rouge. Hein.
Dan Felipe Martinez. En théorie, ils doivent être au niveau de la flamme rouge. Voilà, ils sont à 700 mètres de l'arrivée. Ça sort toujours pas. Non, en fait, ils essaient juste d'étouffer. Les Ineos sont passés devant. Ouais, je pense que ça se replace au cas où, mais peut-être pour éviter les attaques, ouais. En vrai, là, il n'y a rien, il y a pas grand-chose à aller gratter. Hein. On a le team Ineos qui a pris la tête du peloton. Bernal en deuxième position. Ils sont en train d'étouffer tout le monde. Valter est là. Valter va garder son maillot. Effectivement, c'est la première information. Bonne information, sympa. On fera un focus après sur Valter. Restez avec nous. Là, ça va vite hein, quand même. Hein. Ça couine hein, pour rester dans les 10 premières places. Alors qu'on a Pello Bilbao qui commence à remonter à la 4e place. Evenepoel est là. Romain Bardet, est là. Derrière. Bardet aussi. Les favoris sont là. Hein. Ciccone est dans la route Bardet. On a l'impression qu'ils se méfient tous les uns des autres, mais que personne ne va vraiment attaquer là. De toute façon, il n'y a pas de seconde de bonif à prendre. Tu vas pas faire un écart. Là, tout le monde voulait juste rester placé, je pense, et ne rien perdre. Simon Yates est là aussi. Alors que Fabro et Bilbao ont chuté d'après Racing. Bon, dans les 3 derniers kilomètres, donc ça ne changera pas grand-chose. Matteo Fabro et Pello Bilbao. Ah, donc c'est Caruso le Bahreïn qu'on voyait. Il me paraissait lancé. Voilà, oui, ça fait le sprint pour se dégourdir les jambes. Je sais pas si. Ça change pas grand-chose. Ils ont pas tenté de s'attaquer. Joao Almeida, je sais pas trop pourquoi il a sprinté, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on le voit faire un truc intéressant sur ce Giro. On peut reprendre le cours de notre émission, Joseph, si tu veux. Eh bien voilà, effectivement, c'est Joao Almeida. Polo, t'es sûr d'ailleurs que c'est lui qui a passé? Oui, ça m'avait l'air. Masnada, mais je vois pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, je vois pas l'intérêt, sachant que Remco a le maillot blanc aujourd'hui, donc c'était pas lui. Donc voilà. Bon bah les gars, voilà, cette 8e étape gagnée par Victor Lafay est terminée. On a vécu ça ensemble, c'était cool, mais désormais on va passer à notre débat des familles. C'est parti. Les enseignements, on les a déjà faits, mais effectivement, on va bien partir sur le débat. Et le débat aujourd'hui, je l'attends avec impatience pour avoir un peu, les gars, vos visions là-dessus. Vous allez voir le synthé s'afficher. Le débat, donc, Landa, une tête de vainqueur moral. Alors évidemment, peut-être que vous ne comprenez pas cette question, mais qu'est-ce qu'est un vainqueur moral? C'est une des questions que je vais vous poser, Polo et Robin. D'où on part? Pourquoi on se pose cette question? En fait, parce que du coup, mercredi, dans le final de la 5e étape, qui avait été gagnée par Caleb Ewan, donc en théorie, journée plutôt tranquille pour les prétendants à la victoire finale, malheureusement, Mikel Landa est tombé, s'est pété la clavicule, comme vous voyez sur la photo. On a même eu assez peur en voyant tout l'attirail médical. Il est tombé avec d'autres coureurs, mais évidemment, c'est lui qui a pris le plus cher et qui a abandonné. Derrière, on a eu, j'ai vu un tweet passer qui m'a intéressé. Alors, c'est un fan de Mikel Landa, hein, pour contextualiser. C'est Robin. C'est Robin qui a tweeté sous son faux compte comme Kevin Durant. Effectivement, il aurait pu. Oui, c'est lui, je le reconnais. Voilà. Timothée64 qui a écrit, et ça m'a intéressé, évidemment, Landa, vainqueur moral du Tour d'Italie 2021. Je vais devoir me refaire un compte anonyme du coup. Liké par 133 personnes, donc je trouvais que c'était assez parlant, relativement parlant. Et donc, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que Landa, en fait, aurait même véritablement gagné sur ce Tour d'Italie? Et quelle importance accorder à tous ces coureurs qui sont des favoris, mais qui en fait à qui il arrive des chutes, des maladies, ne sont pas des leaders alors qu'ils auraient dû l'être, alors qu'ils sont les plus en forme. Donc on va tourner autour de toutes ces questions-là. D'abord, on se concentre sur l'actualité, c'est-à-dire sur Mikel Landa, Polo, parce que effectivement, il avait fait un bon début avant cette 5e étape et cette chute. Clairement, le bon début, ça peut se résumer par le fait de ne pas avoir perdu de temps par rapport à ses adversaires sur le prologue, par rapport à cette 4e étape où clairement c'était avec Egan Bernal le plus en jambes sur cette arrivée compliquée à je sais plus exactement le nom, à Sestola, voilà. Donc je voulais pas l'écorcher. Donc oui, effectivement, au soir de la 4e étape, tu te dis que Mikel Landa, ça sent la bonne année pour lui. Au niveau des jambes, ça a l'air d'aller. On sait qu'il a fait une prépa un peu spéciale en allant plutôt sur le Tour du Pays Basque chez lui plutôt que d'aller sur le Tour des Alpes ou sur le Tour de Catalogne qui était un peu plus proche de ce Giro. Donc on était hyper hypé. Robin le premier, hein, qui s'était un peu laissé aller sur l'attaque en jambière là qu'il avait fait sur cette étape de Sestola. Tu te dis avec la casquette et tout à l'ancienne. Non, franchement, ça régalait. Mais voilà, c'est ça aussi un grand tour. Un grand tour, c'est pas forcément le fait d'être le meilleur ou pas, c'est aussi de rester sur son vélo le plus longtemps possible et si possible
possible jusqu'à l'arrivée. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire, hélas, Mikel Landa, même si c'est loin d'être de sa faute. Et cette 5e étape, cette arrivée dans une étape où il ne devait pas se passer finalement grand-chose, et c'est là que l'un des favoris du Giro perd tout simplement toutes ses chances de réussir son objectif. Ouais, tu parles des jambières et de cette attaque sur la 4e étape. Il était sorti et il paraissait offensif, Mikel Landa. Ouais, depuis plusieurs années, on le sait que c'est un coureur, disons, imprévisible. C'est peut-être ce qui le caractérise le mieux, que ce soit chez Astana, chez Movistar ou chez Ineos, enfin Sky, ses précédentes saisons, ou depuis l'année dernière chez Bahreïn. Il a un rôle un peu différent maintenant, où il est un peu moins libre parce qu'il est vraiment le leader numéro 1 et qu'il accapare un peu de l'attention. Mais voilà, ça a toujours été un coureur assez spectaculaire. On s'est un peu parfois moqué de lui parce que parfois stratégiquement, il nous en a fait quelques-unes un peu bizarroïdes, disons, mais il a souvent tourné un peu autour. Il a fait un podium sur le Tour d'Italie. Il a souvent paru en fait très très fort et ne pas avoir un résultat qui était à la hauteur de ce qu'il montrait. On se rappelle notamment de son Tour 2017 remporté par Froome, mais où il termine 4e à 1 seconde du podium. On avait l'impression que c'était Mikel Landa le plus fort sur ce Tour de France. Et il termine 4e, donc pas payé, disons. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a une cote de sympathie, j'ai l'impression, depuis quelques années, assez forte auprès du public, alors que pourtant, il a jamais gagné de grandes courses jusqu'à maintenant, il n'a jamais gagné de grand tour. Il a gagné quelques très belles étapes, mais jamais plus. Une des raisons avancées, notamment, c'est qu'il a toujours été au service d'un autre leader. On a un tableau récapitulatif de tous ces grands tours et sur lesquels il a été aligné et qu'il n'était pas leader. Donc ça démarre déjà depuis la Vuelta 2014, notamment chez Astana, où il a été souvent au service d'Aru, mais aussi de Nibali. Derrière, il est passé chez la Sky, où il a été au service de Froome et de Thomas, puis chez la Movistar, où il est passé au service de Quintana et de Valverde, et puis même de Richard Carapaz. Et il manque une ligne. Il manque le Giro 2017 où il est aussi au service de Thomas. Enfin, où ouais. Thomas, en tout cas, est aussi aligné. C'est ça. Ça fait un de Pour plus. le coup, ouais, on aurait pu mettre Tour 2017 Froome et Giro 2017 Thomas. Mais alors, comment tu l'analyses, ça, Paul? Est-ce que son talent n'était pas reconnu par ces équipes-là pour le placer comme leader et donc il en a pâti dans ses résultats? Ou est-ce que il choisissait mal ses équipes? C'est pas mal choisir ses équipes. Quand tu fais Astana, Sky et ensuite Movistar, c'est quand même des girons dans lesquels tu peux gagner des grands tours, puisque des grands tours étaient gagnés à ces époques-là, dans ces équipes-là. Donc le problème vient pas des équipes. Le problème vient peut-être, par contre, oui, de l'avoir mis à l'époque où il était, semble-t-il, le plus fort dans sa carrière. Je pense à entre peut-être 2015, 2016, 2017. 2018 avec des leaders. Et là, pour le coup, c'est une vérité. On se souvient de ces images sur le Mortirolo en 2015 avec Fabio Aru. On se souvient de son tour 2017 aux côtés de Christopher Froome. On n'oublie pas que sur tour 2017, il est à 1 seconde ou 2 de faire podium sur le Tour de France, à 1 seconde de choper la 3e place à Romain Bardet du podium sur le Tour de France. À cette période-là, et même en 2017, quand Geraint Thomas abandonne, il fait un Giro magnifique, mais il est déjà en marge du classement général. J'ai une chute. Il s'était mangé une chute. Il était déjà en marge du général et il va te claquer 2 étapes, je crois. Il va ramener le maillot de meilleur grimpeur. C'est frustrant parce que j'ai l'impression, en effet, mais par contre, qu'il a gâché peut-être les meilleures années de sa carrière à servir des leaders, là où il aurait peut-être plus de sa carte personnelle. Je mets vraiment en avant ce Tour 2017. Mais d'un autre côté, à partir de 2018 et son arrivée chez Movistar, c'est plutôt une question de leader. Là, il est co-leader avec d'autres, plus ou moins faciles à gérer, qui sont les Valverde, les Quintana et même les Enric Mas. Carapaz aussi. Mais à chaque fois, et l'exemple du Giro est excellent, dans le sens où c'est lui le favori. Carapaz n'est pas le leader chez Movistar, c'est lui le leader. Et quand il a été leader, il n'a jamais su la mettre au fond. C'est aussi une réalité, surtout sur sa période Movistar. Alors, effectivement, après, il a été chez Movistar. Et Robin, toi, quand on a préparé l'émission, tu voulais aussi évoquer ces débuts de Grand Tour qui ont très souvent été compliqués. Alors, est-ce que tu parles de poisse ou est-ce que tu parles d'erreurs qu'il a pu faire? Mais voilà, il y a sûrement un tableau Landa des débuts de Tour souvent compliqués. Ouais, il y a un peu des deux en fait. On a des exemples, notamment celui du Giro 2017 où il arrive en co-leader avec Geraint Thomas pour la Sky.
et où les deux sont pris dans la chute, la fameuse chute au pied du blocos, qui est la première grosse arrivée au sommet, et où une moto vient renverser le peloton, et notamment Geraint Thomas. Landa est aussi pris dans cette chute. Il perd 27 minutes ce jour-là. À partir du moment où tu perds 27 minutes sur une moto qui renverse le peloton, c'est quand même pas un fait de course habituel. Forcément, on peut dire que tu as la poisse. Alors après, on pourrait aussi dire qu'il était mal placé. Mais si on peut avoir la liste, on va voir que c'est un peu du cas par cas. On a Du cas par cas de ouf. Ouais. ce cas du blocos. L'année suivante, sur le Giro 2019, remporté par Richard Carapaz. Ils sont encore co-leaders chez Movistar, Carapaz, Landa. Et cette fois-ci, on a Yates qui fait tomber, Simon Yates qui fait tomber Mikel Landa dans un rond-point en début de Giro. Voilà, donc non, c'est pas ce tableau-là, c'est l'autre. Si on l'a aussi, sinon c'est pas grave. J'ai un peu ça en tête. On va essayer de pas se tromper sur les dates. Mais du coup, il perd 45 secondes sur une chute qui est causée par Simon Yates. Il y avait d'ailleurs Robin. Ah merci. Je vais te donner comme ça, tu vas pas te tromper. Mais regarde, c'est arrivé. Je te le rends. Allez, c'est gentil. J'en ai besoin. Pas très Covid, ça. Non. Évidemment, on a été testé avant cette émission. Donc le Giro 2019, où il perd 44 secondes, pardon, pas minutes, c'est 44 secondes. Ensuite, on a ce moment où le leadership change et passe à Carapaz. Mais c'est 45 secondes de perdu, 44 secondes de perdu. Dans ce changement de leadership, elle joue aussi un rôle, parce que si Landa est un peu plus proche au général, peut-être qu'on ne donne pas la carte blanche à Carapaz. Et ça, c'est pour moi de la poisse. Pareil, sur le Tour 2019, on voit chute causée par Barguil. C'est l'étape des bordures à Albi, ouais. où Thibaut Pinot perd du temps très précieux, 2 minutes. Landa est dans le bon coup. Il n'est pas pris dans la bordure, il est dans le premier groupe. Il y a un mouvement dans le peloton, Barguil vient le percuter, Landa finit contre un camping-car, il chute, le temps de se relever, il est dans le deuxième groupe, comme s'il avait pris la bordure, et il perd 2 minutes. Ça, si c'est pas la poisse, je ne sais pas l'expliquer. Après, c'était l'épaule. Hein. L'épaule, c'est ça. Bon, hein, Polo. Ça joue. Et en Angleterre, ensuite, ça siffle pas. Pareil sur ce Giro, où on n'a pas vu l'image, mais donc de sa chute sur la 5e étape, c'est Joe Drombowski qui tente avant un îlot central sur la route, de changer de côté. Il s'y prend trop tard, il se mange le signaleur, il tombe 30 cm devant Landa, tu peux rien y faire. Par contre, il y a d'autres fois, quand il est pris dans la bordure l'année dernière à Lavore, dans un Tour de France, dans un tour fait pour lui. Voilà, là, il perd 1 minute 21, il est pris avec Pogacar. Là, on peut dire que c'est de sa faute, il est mal placé. Peut-être aussi que le blocos, il tombe à cause d'une moto, peut-être aussi qu'il n'était pas très bien placé ce jour-là. Donc disons qu'il y a des fois où on peut dire que c'est 100% la poisse. D'autres fois, c'est peut-être plus équilibré avec un mauvais placement, une mauvaise science de la course. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au global, ça fait quand même beaucoup de fois où ça lui tombe sur lui, quoi. C'est un peu comme Thibaut Pinot, quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, c'est le Thibaut Pinot espagnol. C'est beaucoup tombé sur Landa. C'est ça, c'est beau. Après, mais où est-ce que tu mets le curseur de la poisse ou une combinaison de facteurs, de mauvais placements, de mauvaise vision de la course, etc. Parce qu'on a souvent mis en avant les Richie Porte, les Dan Martin. C'est souvent les mêmes qui tombent tout le temps, et c'est souvent les mêmes avec qui il arrive des coups de poisse. Est-ce que c'est juste une malchance globale, ou est-ce que c'est aussi la résultante de quelqu'un qui a du mal à vivre, entre guillemets, dans un peloton, qui a du mal à être bien placé et il n'est pas spécialement mal placé là sur cette chute. Mais pas forcément que ça, tu vois. Est-ce qu'il est pas moins habile sur son vélo que d'autres, ou quoi. Il y a plein d'autres questions. Et moi, je t'avoue que dans ce débat sur le côté l'aspect moral, etc., je sais pas où je mets le curseur entre c'est un poissard et entre il a peut-être des lacunes tactiques ou même techniques. Après, sur son vélo. La poisse fait pas forcément de toi un vainqueur moral. Pour répondre à la question, Landa a une tête de vainqueur moral. Pour moi, non, parce que ça arrive trop tôt et qu'il est pas du tout dans une position de leader. Il n'est pas maillot rose, voilà. Il n'est pas encore dans une position de gagner le Giro. Donc pour moi, non, il n'est pas vainqueur moral de ce Giro. Mais est-ce qu'il a eu la poisse? Oui. Après, il y a eu dans sa carrière des possibilités aussi de concourir en tant que véritable leader, là où il était tout seul. Donc on a appelé ça Landa quand il a eu carte blanche. Il y a eu 3 tours sur lesquels il a été aligné tel quel, Robin. Oui, sans autre leader, disons, sans même un Richard Carapaz. Donc voilà, on a l'abandon sur le Giro 2016 où il est malade, l'abandon sur le Giro cette année et le Tour de l'année dernière. Donc on voit quand même que 3 grands tours dans sa carrière où il a été vraiment le seul leader de son équipe. Il a fallu pour ça qu'il vienne chez Bahreïn, parce que le Tour 2020 et le Giro 2021, c'est chez Bahreïn Victorious. Et c'est pour ça qu'il est venu aussi, après autant d'années à être bloqué, on l'a vu tout à l'heure par d'autres leaders. Désormais, il est le numéro 1. Mais donc, 4e sur le Tour de France l'année dernière.
Je trouve que c'est une performance super très très bonne, ouais. sachant que tu as les 2 Slovènes devant qui sont complètement intouchables. Lui, il se battait avec Richie Porte pour aller chercher un podium. Donc faire 4e, c'était honnêtement très très beau. Et ensuite, 2 abandons, c'est pas de chance. Moi, je pense que l'année dernière, son Tour 2020 représente le plafond de verre qu'il a, le climax de ce qu'il peut obtenir en termes de résultats, dans le sens où il était plus faible que d'autres. C'était sur un tour qui lui convenait à la perfection, avec que pour seul contre-la-montre, un contre-la-montre qui l'arrangeait très bien, où il a fait d'ailleurs un bon résultat. Je crois qu'il fait top 10 de cette étape. Et il n'arrive pas, ne serait-ce qu'à faire podium. Donc la question, elle est là aussi. On occulte. T'avais Roglic, Pogacar, ils sont pas là sur tous les grands tours. Ce que je veux dire, c'est que il tombe toujours sur plus fort que lui, poisse ou pas. Est-ce que tu crois vraiment que sur le Tour 2017, c'est pas lui le plus fort? Ou sur le Giro 2015 quand Contador gagne? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te parle alors. Donc il n'est pas toujours tombé sur le plus fort. Mais le Giro 2015 ou Tour 2017, c'est peut-être lui le plus fort. Mais c'est pour ça que je disais à Joseph tout à l'heure, que je répondais à son excellente question, je lui disais, bah ouais, moi je pense que le prime de sa carrière, il l'a entre guillemets gâché à travailler pour des leaders qu'il a fait briller et qu'il a réussi à faire gagner. Arou en 2015 qui gagne sur pas. Sur la Vuelta, ça marche. Voilà, il fait gagner sur la Vuelta. Il fait gagner Arou sur la Vuelta et Arou, il serait pas où il était sur le Giro si Landa n'était pas là. C'est un peu ça le problème, c'est que sur le Tour 2017, je serais très curieux de savoir ce que Froome aurait fait face à Oran et Bardet si Mikel Landa n'était pas là. Après, le problème, sur cette étape de l'Izoard où Froome avait l'air en difficulté. Exactement. Après, une fois que Froome gagne, tu peux pas dire que Sky a mal géré. Par contre, Astana, à partir du moment où tu fais 2 et 3 du Giro avec Arou et Landa derrière Contador, là c'est mal géré. Clairement. Les gens qui roulent à Longchamp ici demandent Porm Life. Répondez-lui, faites des groupes qui viennent de roue libre, ça nous fera plaisir. Évoquons le vainqueur moral. Qu'est-ce qu'un vainqueur moral, les gars? Parce qu'il y en a eu. Est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire des vainqueurs moraux, Polo? Le grand tour, est-ce que tu en vois? Nous on en a choisi 2. Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'on a choisi? C'était le débat. Avant qu'on fasse l'émission aujourd'hui, on était ensemble pour préparer l'émission, Joseph. Et Joseph vient voir et me dit ouais, avec Robin, on aimerait bien parler des vainqueurs moraux et tout. Je fais mais c'est quoi un vainqueur moral? Et du coup, Joseph me donne des exemples et on en voit derrière avec Igor Anton notamment, Luis Ocaña. Moi, ça va être très pragmatique comme manière de voir les choses, mais pour moi, un vainqueur moral, ça n'existe pas. Un vainqueur est un vainqueur. Et quelqu'un qui n'a pas gagné, c'est quelqu'un qui a perdu le tour. Luis Ocaña, qui avait ses 8 minutes d'avance après avoir complètement lâché Eddy Merckx la veille, chute dans le col de Manté. Mais pourquoi il a chuté? Parce qu'Eddy Merckx a attaqué et l'a poussé à la faute. Eddy Merckx a chuté aussi. Et ce jour-là, c'est Eddy Merckx qui attaque et qui pousse à la faute Luis Ocaña derrière lui. Ouais, mais tu connais mieux cette période-là. Moi, je n'étais pas né, mais toi, tu connais mieux cette période-là. Mais il me semble que dans le col de Manté, Ocaña pousse pour suivre Merckx. Mais ensuite, Merckx tombe, emmène Ocaña dans sa chute. Merckx se relève premier, Ocaña se relève ensuite et va pour poursuivre. Et là, tu as Zoutmelk qui arrive derrière, qui lui aussi chute et qui vient percuter Ocaña de plein fouet. Et là, Ocaña, il se relève pas. Mais pour répondre à Polo, j'ai aussi du mal avec ce concept de vainqueur moral. Pour moi, il y a celui qui a gagné et les autres, ils ont perdu. Il y a une petite exception, j'ai envie de dire. Ça concerne pour moi Anton et Ocaña. C'est quand tu dois abandonner un grand tour sur quelque chose qui n'est pas de ton fait, pas un mauvais placement, pas... Dans ce cas-là, il y a plein de vainqueurs moraux. On va en discuter après, mais il n'y en a pas tant que ça, je pense. Et que tu abandonnes en ayant le maillot de leader avec toi. C'est-à-dire que si tu abandonnes sur un truc qui n'est complètement pas de ton fait, et on va forcément parler de Thibaut Pinot sur le Tour 2019, pour moi, il n'est pas vainqueur moral parce que quand il abandonne, il n'est pas leader de la course. Igor Anton et Luis Ocaña, ils abandonnent en étant leader de la course. Et alors, c'est encore plus flagrant pour Ocaña, qui, comme tu me disais, Polo, il avait 8 minutes d'avance sur Merckx. Il avait honnêtement le tour quasi gagné. Igor Anton, il avait un peu moins d'avance, même s'il paraissait impérial et très très fort sur cette Vuelta 2010, il avait 45 secondes d'avance sur Nibali. Mais quand tu es Ocaña et que tu viens d'humilier Eddy Merckx à Orsières-Merlette en lui prenant 8 minutes, normalement, il n'y a plus de problème. Et c'est juste que tu t'es mangé Zoutmelk de plein fouet dans une descente, quoi. Si ça, c'est pas la poisse, je vois pas ce que c'est. Après, sur d'autres, sur Pinot, j'ai vu aussi du Schleck passer dans le chat. Alors, Schleck sur le Tour 2010 avec le fameux saut de chaîne dans le port de Balès, ça peut être considéré aussi pour moi, ça peut rentrer dans ce truc-là, où c'est pas de son fait, même si on a aussi beaucoup débattu du fait que peut-être il aurait pas dû passer une vitesse à ce moment-là. Mais il y a le double débat sur Schleck, c'est que finalement il l'a récupéré ce tour-là. Et sur tous les autres de la liste qu'on a fait, on va la voir juste après. Pour moi, il y a Schleck qui peut être une exception. Il y en a un autre, c'est Chris Froome en 2012 sur le Tour de France, parce qu'on sait qu'il est le plus fort et qui se restreint
pour laisser gagner Wiggins. Mais sinon, tous les autres, pour moi, ne peuvent pas être considérés comme des vainqueurs moraux. On a effectivement fait rassembler les vainqueurs moraux, ceux qui en gros étaient en grande forme mais qui n'ont pas été titrés pour diverses raisons. Vous allez voir, on en a choisi 8, alors on pourrait en choisir d'autres, j'ai même vu d'autres noms passer à l'AF 2019. Après, tout dépend de ce que vous considérez. Comme Poulidor sur le Puy-de-Dôme aussi, tu peux dire que Poulidor... De manière globale, j'étais en train d'y penser, de manière globale, Poulidor, avec tous les problèmes mécaniques, de chute, etc., au-delà même du puits de l'image du Puy-de-Dôme, sur des tours qu'il aurait réellement dû gagner, a eu énormément de problèmes. Je crois qu'il y a une étape, je ne sais plus en quelle année, peut-être que tu sauras, où il chute 3 fois ou 3 fois il crève dans la même étape. Tu nous en avais parlé, il me semble, dans une séquence rétro. Mais pour le coup, 64, alors. Pour le coup, Poulidor, des tours qu'il devait gagner, il y en a eu quelques-uns. Il a énormément été gêné par des problèmes mécaniques et des problèmes de chute. Donc, est-ce que ça en fait un vainqueur moral? Dans cette liste-là, Polo, est-ce que tu en vois qui t'intéressent plus que d'autres, où tu te dis vraiment, sans ce fait qui n'est pas de leur fait, ils auraient gagné? Bellocchi, non. On en a parlé. Jan Ullrich, même s'il chute sur le dernier chrono à Nantes, il ne reprend pas Armstrong. Il fait jeu égal avec Armstrong. Andy Schleck, on en a parlé avec Robin. Je dirais, allez. Mais c'est pas des vainqueurs moraux, mais de toute façon, là, pour le coup, Andy Schleck l'a gagné. Donc, Joachim Rodriguez. Rodriguez perd à la pédale au final. Perd à la pédale, c'est ça. Il a beau perdre sur un chrono et peut-être qu'on aurait envie de voir Rodriguez gagner, mais il perd ce Giro à la pédale. Christopher Froome, on en a parlé, non. Kruijswijk. Froome, tu le considères pas comme un vainqueur moral en 2012? C'est pour rappeler. Moi, je considère aucun vainqueur moraux. Pour rappeler, Polo, c'est le tour sur lequel Wiggins gagne et il attaque et lâche Wiggins dans le groupe des favoris. Ah, là, tout sûr. Donc véritablement, voilà, on la voit, cette image qui est restée dans toutes les têtes. Est-ce que Froome n'était pas le plus fort sur ce Tour de France-là? Il aurait dû gagner. Ouais. Avec Thibaut Pinot derrière. C'est sûr que Froome était le plus fort sur ce tour, ouais. On le sait. On l'a vu et Froome l'a montré. Il a tenu même à le montrer. Dans la montée vers Peyragudes, on se rappelle qu'il y a Valverde devant échappé. Froome sort et il veut montrer qu'il est le plus fort, qu'il est même capable d'aller chercher Valverde. Et on lui dit dans l'oreillette, Nico Portal lui dit « tu restes là ». Donc on le sait qu'il était le plus fort. À partir du moment où tu es le plus fort et où on t'empêche de gagner pour une stratégie d'équipe, il y a quand même une question à se poser. Est-ce que tu n'es pas, au fond, le vainqueur moral? Pour moi, ça se tient. Par contre, je pense qu'un vainqueur moral, il ne peut pas y en avoir 8 en 20 ans. Là, on en a sélectionné 8 pour le débat. Il y en a qui le sont beaucoup plus que les autres. Non plus, mais encore une fois, moi, la maladie, la chute, la blessure, ça fait partie d'un tout. Voilà, on va Kruijswijk derrière dans la descente du col Aniel en 2016. Ça fait pour moi, les chutes, les maladies, les coups de bordure, les faits de côte, etc. Ça fait partie d'un tout qu'il faut savoir éviter, qu'il faut savoir gérer pour gagner un grand tour. Et si tu ne les gères pas, c'est que tu ne mérites pas, entre guillemets, d'être le vainqueur. On peut revenir sur Thibaut Pinot. Je suis d'accord. La défaillance de Simon Yates, il y a des mecs qui ont dit Yates en 2018. Non, parce que lui, il perd complètement la pédale. Il perd complètement la pédale. Et pour moi, Kruijswijk perd à la pédale. Il est poussé dans ce retranchement par Nibali. Il ne sait pas descendre comme Nibali et il tombe. Un Pinot, c'est différent. C'est pas de sa faute. Sauf qu'il n'est pas leader au moment où il abandonne. En fait, moi, je mets ces deux critères-là pour définir ce que serait un vainqueur moral. Il est blessé. Même au-delà de ça, il est blessé. Oui, mais et ça, la blessure, il faut être capable de l'éviter dans ta préparation, dans ton staff aussi, dans une chute comme elle arrive, l'encadrement. Une chute comme celle d'Ocaña, pour prendre cet exemple-là, ou Froome à qui on dit tu n'attaques pas Wiggins. Ouais, en fait. Il tombe en même temps que Merckx, ils tombent tous les deux et Zoetemelk arrive et te percute Ocaña. Il aurait pu arriver et percuter Merckx ou tomber et percuter. C'est exactement ce qui est arrivé à Thibaut Pinot aussi. Il tombe et on vient le percuter. Et sur le Tour 2020, oui. Mais il y a cette différence, c'est que moi je mets ce côté-là de ce n'est pas de ta faute et il t'arrive un truc tombé du ciel, mais aussi tu es déjà leader de la course. Parce que Pinot, quand il abandonne, il est quoi? Il est 5e, 4e du général 4 ou 5 Ouais, 3 ou 4, je pense. Hein. En tout cas, pour moi, si tu n'es pas dans la position, si tu n'es pas déjà leader, tu ne peux pas être le vainqueur moral. Tu ne peux pas être le vainqueur moral d'un grand tour sans avoir porté le maillot jaune ou le maillot rose ou le maillot rouge. Après, pour moi, il y a une exception. C'est Laurent Fignon en 84.
face à Moser. On se souvient de ce dernier contre-la-montre aussi, où là, Fignon a tout fait de la meilleure manière qui soit. Il a évité les blessures, il a évité la maladie, il a évité. Il a été fort à la pédale, il était leader. Et finalement, enfin leader, je sais plus, peut-être un doute. Et finalement, Moser dans le dernier contre-la-montre, le maillot changeait de l'un à l'autre. Et finalement, Moser sur le dernier contre-la-montre décisif, aidé par les motos, aidé par l'hélicoptère de la réalisation de la course, de l'organisation, renverse Laurent Fignon, enfin le renverse, c'est une métaphore évidemment, et remporte ce Giro. Donc ça pour le coup, c'est que ça existe, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que tu vois le seul exemple, et peut-être que dans le chat, tu mets pas Ocaña dans la même caste que Fignon 84 sur le Giro? Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y en a très peu, mais je pense qu'on peut en trouver 4. Dites-nous dans le chat, si c'est un vainqueur moral existe. Mettez oui. Est-ce qu'un vainqueur moral peut exister potentiellement, sans dire qui? Est-ce que dans l'univers du vélo notamment, c'est pas un concept qui est un peu plus présent que dans d'autres sports, ou parce que peut-être le vélo... Fignon 89. Fignon 89. Non, pour moi, non. Il perd à la pédale, même si il a un problème. C'est soit mécanique, enfin, c'est un peu mécanique et un peu à la pédale mécanique dans le sens où il y a cette histoire de vélo de chrono, etc. Après, il était aussi, cependant, il semblait malade, etc. Newsred 74 qui dit 84, c'est l'année où les étapes de montagne ont été raccourcies. Oui, il y avait eu aussi ça sur une étape. Une étape de montagne avait été raccourcie pour favoriser Moser. Donc, pour moi, à partir du moment, même si là c'est l'exemple ultime, peut-être Fignon, on l'avait pas mis on aurait dû le rajouter pour moi à Anton et Ocaña, parce que ça rentre parfaitement dedans. Et quand à partir du moment où tu es leader, tu as tout fait, tu n'y peux rien, et c'est quelque chose qui te tombe dessus comme ça, ça peut s'entendre, le concept de marqueur moral. Mais en tout cas, on n'en a pas eu 8 entre 2000 et 2020, ça c'est sûr. Après, j'ai un dernier aspect aussi à évoquer forcément du vainqueur moral. C'est qui a gagné les 7 Tours de France notamment de Lance Armstrong. Voilà, c'est tous ceux... j'ai fait une liste en gros de qui aurait gagné ces tours-là. Dans tous ces noms-là n'ont jamais été cités de près ou de loin dans aucune affaire, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire dans les affaires Puerto, dans les affaires Festina, forcément c'est avant, n'ont jamais fréquenté les cercles du docteur Ferrari, ni l'un ni l'autre. Et voilà, donc il y a ces noms-là qui sont cités. Est-ce que là, les gars, pour le coup, on n'a pas des vainqueurs moraux? Non, je pense pas. Je pense pas parce que bon, en plus, tu prends en 2000, admettons le troisième, il a été pris pour dopage en 2005, mais ça se trouve en 2000 il était clean. Donc pourquoi il mériterait pas sa victoire de 2000? Non, moi je pense pas qu'on puisse redescendre un peu comme ça dans le classement pour aller chercher un vainqueur moral. C'est une période tellement trouble et tellement touchy à commenter, dans le sens où on a c'est une génération marquée par une prolifération incontrôlable des produits dopants, qui nous dit que tous ces gars-là n'ont pas mis la main dans le pot de miel non plus, qui nous dit que les mecs d'avant n'étaient pas peut-être moins chargés. Enfin, tu vois, il y a trop de données qui nous manquent. Et je pense que finalement, quand on y pense, la décision de retirer du palmarès cette Tour de France de manière globale, même pour le cyclisme dans sa totalité, je pense que c'est la meilleure des décisions. Et là, j'aurais pas me risquer à dire que Daniele Nardello méritait de gagner le Tour de France et que David Moncoutier aurait pu faire podium ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense que cette époque est beaucoup plus difficile à appréhender que ça, notamment avec les informations qu'on a, qui sont quand même très, très floues et très opaques. Voilà, c'était un sujet intéressant. En tout cas, on a revu une bonne partie de l'histoire du vélo, en plus en partant de Mikel Landa. Et du coup, la dernière question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est quid de Mikel Landa? Paul, qu'est-ce que tu le vois faire cette saison? Est-ce qu'il doit aller sur le Tour de France pour potentiellement le remporter? Mais là, le Tour de France, c'est dans un mois, hein, Joseph. Et il y a beaucoup de chronos. Hein. Et déjà, il y a beaucoup de chronos, mais surtout, il est complètement défoncé. Il a 2 côtes cassées. Je pense que clavicule, côte cassée, pour un cycliste, potentiellement, je pense que pour le Tour de France, c'est mort. Je pense que pour les JO, j'ai quand même peur que même au sein de l'Espagne, il y a quand même d'autres profils qui puissent être bien plus intéressants que lui. La Volta, il peut se remettre pour la Volta. Et encore, hein, c'est pas... Il ira faire des beaux duels de vainqueurs moraux avec Thibaut Pinot. Voilà, et tout le monde sera content. Mais voilà, je pense que oui, là, qu'il se soigne bien et qu'il a essayé de viser la Volta. Ce serait beau. Non, le Tour, j'y crois pas non plus. Après, peut-être que Bahreïn va tenter un coup en l'envoyant sur le Tour amoindri parce que c'est leur leader numéro 1 et qu'il faut le rentabiliser entre
entre guillemets, mais on sait qu'il ne sera pas apte à courir un Tour de France dans de bonnes conditions. C'est ça, Harris qui nous dit 6 semaines d'indisponibilité minimum, ce qui nous emmène jusqu'à mi-juin, soit une semaine avant le début du Tour. Donc voilà, factuellement, c'est très compliqué. Après, tu peux l'envoyer amoindri pour faire plaisir aux sponsors. Potentiellement, il faudra qu'il fasse énormément pour prendre un peu de rythme s'il veut être bon, parce que là pour le coup il va rien faire du tout pendant 1 mois et demi. Voilà, s'il veut choper un peu de rythme, il peut aussi y aller pour faire des kilomètres. En carte blanche pour faire des kilomètres sur le Tour. Lancer les sprints pour Colbrelli, il nous dit. Et pourquoi pas Les sprints intermédiaires alors. Oui, voilà. C'est pas très safe. On a terminé le débat, on va désormais passer au focus. C'est à Attila Valter, le maillot rose actuel du Giro. C'est parti. Et oui, Thibaut Pinot n'est pas présent, mais Attila Valter sauve l'honneur de la Groupama FDJ qui, lui, jeune Hongrois, on va vous parler un peu de ce jeune homme qui est actuellement leader du Giro. On ne s'y attendait pas forcément, mais lui, en tout cas, en a rêvé. Il a pris une échappée en début de tour, ce qui lui a permis d'être dans les premières places. Et sur la dernière étape, il a pris ce maillot jaune. Ça fait désormais 2 jours. Ce maillot rose. Ce maillot rose. Pas jaune. Voilà. Ce maillot jaune du Tour d'Italie. Déformation professionnelle. Tu t'es emballé sur le Tour de France, ouais, tu t'es projeté. Effectivement, un peu trop. Non, oui, il est bien rose, ce maillot d'Attila Valter. Et donc, on va vous le présenter un peu. Qui est Attila Valter ? Polo, tu nous as résumé en 5 grandes dates, disons, de sa carrière. Pour nous dire un peu qui il est. Grande date ou période, je vais commencer avec la première. La première, c'est pas vraiment une date, mais plutôt une période. C'est sa jeunesse. Attila Valter est hongrois, fils d'un père coureur cycliste modeste, mais qui a grandi loin d'un microcosme cyclisme où en Hongrie, il y a eu Laszlo Bodrogi au début des années 2000 qui fait je crois une médaille sur un championnat du monde chrono. Franco-hongrois d'ailleurs, puisqu'il est formé dans l'Est, il est allé au CC Etup en plus, donc oui, il n'est même pas totalement hongrois. Et du coup, en fait, Attila Valter, il rêve pas de cyclisme, il rêve pas de Tour de France, il rêve plus de JO, et c'est naturellement qu'il se met en fait au VTT, comme beaucoup de sa génération. Hein. D'ailleurs, on les a vus ce week-end avec Pidcock et Van Der Poel qui se mettent des pelés incroyables. Mais voilà, lui, il se met au VTT et son rêve, c'est de faire les Jeux Olympiques. Et heureusement ou pas, d'ailleurs, ça dépend des points de vue, mais son père, qui était ancien coureur cycliste professionnel, a décidé de l'entraîner, comme il entraîne beaucoup d'autres coureurs en Hongrie, a décidé de l'entraîner et d'en faire un cycliste qui est devenu pour le coup un cycliste professionnel. Mais encore aujourd'hui, il nous dit bon, maintenant je suis concentré sur le cyclisme professionnel à fond, parce que voilà, ça m'apporte une stabilité, etc. Mais mon rêve, ça l'est encore, ça a toujours été, c'est les Jeux Olympiques, faire les JO et concourir en VTT. Et il postule encore à la place hongroise pour les JO de cet été à Tokyo, donc sachant qu'il y aura un siège pour le VTT hongrois, et ça pourrait être lui. On le voit ici avec le maillot de la Hongrie, Attila Valter. Il a fait les championnats du monde l'an dernier, du coup. Attila Valter, qui était le seul coureur hongrois à participer aux championnats du monde sur route. Et on va voir par la suite le deuxième moment, Polo, que tu as choisi, c'est la victoire à Tignes sur le Tour de l'Avenir. Pour le coup, moi je regarde pas souvent le Tour de l'Avenir, mais j'ai regardé cette année. J'étais curieux de voir notamment Clément Champoussin qui participait, de voir des gens dont j'avais pas mal entendu parler, comme Van Wilder, comme Tobias Foss, et puis ce jeune Hongrois, hein, donc il y a quand même un prénom qui interpelle, Attila Valter, hein, Attila le boss, le chef des 1, sans faire de mauvaises histoires. Mais du coup, c'est la première fois que je voyais ce gars-là, et sur l'étape reine en fait de ce tour de l'Avenir, il est incroyable à la pédale. Il bat des mecs, il bat Tobias Foss tout simplement. Tobias Foss, l'excellent rouleur grimpeur qu'on voit commencer à prendre ses marques chez la Jumbo-Visma. Et c'est là que je me dis putain, ce gars-là avec un nom comme ça et avec ces capacités-là, que ce soit pour rouler et même pour grimper, parce que Tignes c'est quand même assez roulant. On parlait des capacités de Remco Evenepoel sur des montées assez roulantes. Tignes c'est très haut, mais ça restait quand même assez
assez roulant et j'ai trouvé que du coup Attila Valter devait avoir ce profil pour performer. Donc oui, ce jour-là, c'était le 24 août 2019. Je me suis dit là, on tient peut-être l'un des futurs grands du peloton. Mais il était encore jeune. Aujourd'hui, on est en 2021. Donc en 2019, il avait à peine 20 ans, je pense, puisqu'il en a 22 aujourd'hui. Mais voilà, c'était déjà très impressionnant de le voir performer à cette époque-là. Alors qu'on on a vu la photo là, juste pour dire, Robin, effectivement, c'était la bonne photo, mon cher Thomas. On le voit remporter avec le maillot de la Hongrie sur ce Tour de l'Avenir. Et en plus, il gagne avec une certaine avance. Enfin, pas facile, mais c'était une très belle victoire. Ouais, une grosse victoire. Et un an avant, on voit derrière toi, il a le maillot CCC. C'est un an avant qu'il s'était fait repérer par l'équipe CCC. Au Tour de Slovaquie, il avait terminé 3e d'une étape, derrière Julien Philippe et Ben Hermans. Et le lendemain, CCC était venu lui proposer un contrat. Donc d'abord dans l'équipe réserve, l'équipe CCC Development, où il avait fait une saison. Et justement, après cette victoire au Tour de l'Avenir, CCC l'a un peu verrouillé et l'a fait passer dans l'équipe World Tour pour la saison 2020. Et à cette époque-là, Cédric Pinault le disait aussi, la FDJ le voulait déjà aussi pour former leur nouvelle équipe Conti Pro. Mais oui, Attila Valter avait choisi la CCC. Du coup, ça m'emmène, on a vu la photo tout à l'heure, ça m'emmène au troisième moment, c'est cette victoire au Tour de Hongrie chez lui, où là encore, il bat des jeunes prometteurs. On voit Quinn Simmons notamment là sur le maillot de la Trek Segafredo. Il bat aussi Tobias Foss qui fait partie de cette course. Et on va dire que c'est salvateur pour lui parce que cette victoire sur le Tour de Hongrie, en plus de son premier Giro qu'il va faire quelques mois plus tard, ça va donner envie à la Groupama FDJ de le signer. Sur le Giro, il fait aussi un excellent Giro. Il fait top 30, il se montre. Et puis la CCC, on connaît l'histoire, la CCC a fermé boutique. Et là, la FDJ, qui le voulait déjà la saison passée, a décidé de faire all-in sur lui. Et ça m'emmène du coup à mon 4e point. C'est ce 1er octobre 2020 où il signe chez Groupama FDJ. Je sens que tu veux rajouter un truc, Robin. Ouais, c'est que donc je te laisse. Je voulais compléter. Tu as parlé du Tour de Hongrie et du Giro, mais au Giro, en fait, il était déjà, je crois, peut-être même engagé avec la Groupama FDJ, en fait. Ils l'ont contacté à la fin de la première semaine du Giro. Voilà, parce qu'il fait notamment. Disait Cédric Pinault ou Yvon Madio, je ne sais plus l'un des deux. Et parce qu'il fait notamment une très belle arrivée à Sestrières sur la fin du Giro, où il termine 9e à la pédale, avec juste derrière les gros favoris. Mais en fait, à ce moment-là, il était déjà entre guillemets verrouillé par la Groupama FDJ. Et voilà, c'est la décla qu'on avait d'Yvon Madio, parfait, qui raconte en fait le tour des Alpes-Maritimes du début de saison 2020, où était Thibaut Pinot, et où ils s'étaient retrouvés échappés ensemble, Pinot et Valter, et où la Groupama FDJ, comme dit Polo, il l'avait déjà d'un coin de l'œil, il le surveillait déjà depuis le Tour de l'Avenir, mais là c'était encore une nouvelle preuve du fait que Attila Valter était un coureur qui pouvait complètement se fondre dans leur collectif et dans la garde rapprochée de Pinot. Et du coup, après cette échappée commune autour des Alpes-Maritimes, voilà ce qu'il a dit. Donc, du coup, je vais la prendre, la décla. Il avait dit, Yvon Madio, ce qu'il avait réalisé ce jour-là derrière Thibaut était déjà une référence, se souvient mon Madio. Je cherchais des coureurs de ce type puncher-grimpeur. Il correspondait parfaitement au profil, d'autant qu'il venait du VTT. Je le connaissais déjà bien, son agent, c'est Mattia Galli, qui est aussi l'agent de Primož Roglič. On est tombé vite d'accord pour l'avoir avec nous en 2021. Robin, ce qu'on remarque, c'est que ça a été une trajectoire rapide, comme tous ceux d'ailleurs qui performent sur le Tour de l'Avenir, mais en gagnant sur le Tour de Hongrie notamment, il s'est adapté très vite au niveau professionnel. Et c'est jamais simple, ce passage du développement au professionnel. Non, mais il l'a très bien fait. Après, tu dis une progression rapide, mais linéaire aussi, malgré tout. Oui, Paul, il l'a très bien expliqué en balisant un peu les dates importantes. 2018, tu as, on va dire, la révélation, entre guillemets, autour de Slovaquie, où CCC décide de l'intégrer à la structure jeune. Ensuite, tu as l'année 2019 avec le Tour de Hongrie et le Tour de l'Avenir, pardon. Ouais. Le Tour de l'Avenir en 2019 qui le fait intégrer l'équipe pour le Tour. Oui, il ne survole pas le Tour de l'Avenir. Il gagne top 10 du général, mais il s'impose sur l'étape. Et ensuite, cette année 2020 qui est très belle sur plein de points différents, que ce soit les Alpes-Maritimes, le Tour de Hongrie, le Giro, qui lui donne un contrat dans une autre équipe pour le Tour, alors que son équipe à lui venait de s'arrêter. C'est ça. Et après, du coup, dernier point, c'est cette saison 2020 où on le voit passer tout proche d'un bel exploit sur le Tour de Catalogne sur la dernière étape autour de Barcelone. Et là, on sent quand même un coureur qui monte en puissance. Absence de Thibaut Pinot sur le Giro, qui dit la voie est libre finalement pour un peu tous les coureurs. On pensait plutôt à du Reichenbach, du Rudy Mollard, etc. Finalement, Attila Valter aussi, on savait son énorme potentiel
potentiel. Il avait la voie était libre pour lui. Et ben voilà, il s'existe dans une bonne échappée. Il s'accroche sur une étape très difficile où il fait finalement quand même sensation sur cette étape 6. Et il va chercher un maillot rose. Après déjà être allé chercher le maillot blanc. Alors voilà, maintenant le Giro est déjà réussi pour la Groupama. Le Giro est déjà réussi. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Attila Valter quand il avait été recruté? Yvon Madio disait que c'était avec son profil, il était un peu puncher, grimpeur, un peu sait tout faire. Moi, je vois quand même quand je vois son gabarit, je vois quand même un mec qui peut mieux monter que rouler. Après, il y a quand même une école avec Laszlo Bodrogi, peut-être une affiliation sur le chrono, peut-être pour ça qu'on l'a un peu assimilé à un rouleur, mais je le sens quand même plus grimpeur. Il se définit comme un grimpeur. Voilà, c'est ça, à voir à l'avenir. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qu'il faut le rappeler, c'est qu'il a 22 ans, un coureur comme Remco Evenepoel est plus jeune que lui, Pogacar est un chou plus jeune que lui aussi. Donc comme tu l'as dit, c'est une progression linéaire, mais il ne brûle pas les étapes comme d'autres le font. Donc ouais, peut-être une maturité un peu plus tardive que ces coureurs-là, ce qui serait une maturité normale. En fait, c'est juste les coureurs qui sont des phénomènes jamais vus encore dans l'histoire. Donc voilà, je sais pas trop où est la limite pour ce coureur et je suis curieux de le voir défendre son maillot jaune dans les prochains jours, voir jusqu'où il peut aller. On a déjà vu pas mal de coureurs, ne serait-ce que l'année dernière avec Joao Almeida, quand il prend le maillot, on ne sait pas qu'il va le garder 15 jours. La Vuelta, ça avait été plus express, mais la Groupama avait déjà suggéré un maillot de leader surprise, disons. C'est ça, et puis il y a aussi des coureurs, Almeida ou peut-être Arroyo il y a plusieurs années, quand ils prennent le maillot, on ne s'attend pas à ce qu'ils le gardent aussi longtemps. Almeida l'a gardé 2 semaines l'année dernière. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, tout à fait. Donc on sait que ça peut transcender. Et Attila Valter, ça se trouve, il va nous le garder une semaine de plus. Alors il peut aussi le perdre dès demain, c'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, il a toutes les raisons de s'accrocher à ce maillot. La Groupama FDJ n'a rien d'autre à faire sur ce Giro que défendre ce maillot et ensuite d'aller chercher des étapes. Donc tout est réuni pour en tout cas que ça fasse une belle histoire. Eh bien, pourquoi pas les garder effectivement le plus longtemps possible. En tout cas, ils en ont pas peur et vont se battre pour nos amis de la Groupama FDJ. Voilà, vous savez quasiment tout d'Attila Valter, mais on va forcément tous ensemble continuer à le découvrir, ce jeune Hongrois. Préparez vos questions, les amis, parce que c'est désormais l'heure d'une nouvelle chatroom. C'est parti. Ah là, c'est ce qui est toujours très cool d'être ensemble sur Twitch, c'est que on organise, comme on l'avait fait il y a 2 ans, quotidienne sur le Tour de France. L'année dernière aussi, quand on était en hebdo sur le Tour de France, on avait fait une chatroom, voilà, pour discuter tous ensemble. Là, c'est vous, les gars, qui avez la main. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez, on les prend dans cette chatroom. Vous en pensez quoi de l'abandon de Caleb Ewan, nous demande la petite bordure, les gars. Bah, c'est un peu dommage. Ça nous rappelle, c'est pas nouveau, on en parlait avec Paul avant l'émission. Cipollini faisait ça il y a 20 ans sur le Tour de France. Il venait, il gagnait quelques étapes, il partait au bout d'une semaine. Mais c'est dommage de ne pas le voir poursuivre un peu plus. On rappelle qu'il a l'objectif de gagner une étape sur les 3 grands tours. Mais voilà, est-ce que tu as tout le mérite si tu quittes chaque grand tour au bout d'une semaine? C'est pas sûr. C'est connu, on en a parlé avant, des Cipollini, des Petacchi en ont fait une habitude, notamment sur le Tour de France. Après, est-ce qu'il faut que ça se démocratise? Je sais pas, quoi qu'il arrive, on se le disait avec Robin en antenne, c'est compliqué de réguler ça. Parce que tu peux tout simuler finalement si tu n'as pas envie de continuer un grand tour. Donc au niveau de la régulation, c'est compliqué. Cela dit, voilà, c'est la règle. Il a gagné ces 2 étapes. Là, va commencer quand même 2 semaines bien chiantes. Il a d'autres objectifs, hein, vous l'avez dit. Lui, il a raison de faire ça. Tant qu'on lui autorisera à le faire, il a raison. Après, c'est dommage. Il pourrait en claquer d'autres aussi. Ok, il devrait passer de la montagne, mais il pourrait estimer qu'il peut claquer 4 étapes. S'il doit passer la montagne, qu'il en gagne 2 autres et que ça qu'il va jusqu'à Milan et que ça lui enlève des chances de gagner sur le Tour de France, voilà, je pense que dans la balance, il a choisi le fait de préserver ses chances pour le Tour de France. Mais c'est dommage par rapport à l'adversité, par rapport déjà à des gens sur ce Giro qui, eux, vont faire l'effort de passer la montagne. Je pense à des Chimolai, à des Merlier, à des Sagan. Et je pense à ceux qui ont fait aussi du Tour de France leur objectif, justement en ne faisant pas le Giro, où eux aussi auraient pu aller chercher des victoires entre guillemets peut-être un peu plus faciles à aller chercher que sur le Tour. Donc il y a plein de choses à
plein de choses à faire rentrer dans l'équation, mais quoi qu'il arrive, c'est impossible à réguler et les coureurs finalement font ce qu'ils veulent sur ce sujet-là. Donc on va pas aller demander à un médecin d'aller vérifier si jamais, de toute façon, comme Caleb Ewan, il a bien mal au genou. Tu peux tout Il n'y a simuler. que dans le cyclisme qu'on a la possibilité, en gros, de déclarer forfait. Dans le tennis, certains te font des forfaits aussi pas tout à fait c'est quand même autorisés. Beaucoup plus rare. Parce que c'est Dans plus le dur à cyclisme. simuler, je pense. C'est Ça aussi m'étonnerait autorisé pas dans le vélo. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient des sanctions s'ils n'ont pas de raison médicale. Après, dans le tennis, il y a quand même des... La raison pour laquelle tu abandonnes, c'est quoi? C'est parce que tu es vraiment, soit parce que tu es vraiment blessé, tu abandonnes rarement parce que tu n'as plus envie d'être là. Là, le t'appelles Benoît Paire. Voilà, mais Benoît Paire abandonne rarement. Benoît Paire termine ses matchs de manière très vite parce qu'il sait qu'il peut prendre des amendes. C'est ça. Et c'est ça. Et là, le cyclisme, le prof du cyclisme sait que c'est quand même un sport vraiment très différent, où pour le coup, tu as quand même 1000 courses qui s'enchaînent, parfois qui se chevauchent, etc. Mais tu peux faire finalement un peu ce que tu veux. Donc je pense que c'est difficilement comparable à un autre sport, mais dans l'esprit, quand on se focus que sur l'esprit du geste, oui, c'est un peu cata. Mais c'est pas nouveau non plus, on peut pas faire semblant de le découvrir, quoi. C'est pas nouveau, mais effectivement, si ça continue encore et encore, je trouve pas trop l'intérêt de faire des grands tours et donc des courses de 3 semaines. Et surtout, effectivement, j'ai lu un commentaire très intéressant qui dit que ça fausse aussi le classement du cyclamen. Forcément aussi, oui, c'est une remarque qui est intéressante. Bon, en vrai, je sais pas si ça le fausse, parce qu'en soi, les points sont pas redistribués. Il va quand même chercher des étapes et certains qui auraient pu... Oui, au niveau des écarts entre la place de 1 et la place de 2, oui, pourquoi oui, ok, d'accord. Je trouve ça dommage. Et bon, tu gagnes des étapes sur des grands tours, mais tu ne fais pas le grand tour. Je trouve ça étonnant, mais chacun son avis, effectivement. Alors, voyons est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, en tant que Belge? Il y en a beaucoup qui sont passés. Il y en a beaucoup qui sont passés. Alors, j'ai vu une question sur Alaphilippe. Alaphilippe, si vous n'avez pas suivi, a annoncé hier qu'il ne participerait pas aux Jeux Olympiques pour se consacrer à la naissance de son premier enfant. Robin, qu'est-ce que t'en penses? À partir du moment où c'est une raison personnelle comme ça, où c'est un choix de Julien Alaphilippe et de Marion Rose, sa compagne, voilà, ils décident ensemble et ça se comprend qu'il veut être là pour les premières semaines de son enfant. Ça se discute pas, ça se débat pas vraiment en fait. Il a décidé de faire primer pour une fois sa vie personnelle sur sa vie professionnelle et la compétition. Voilà, moi je souscris, je le soutiens là-dedans, je souscris totalement à une décision pareille. Je souscris l'abonnement à la... Exactement. Après, ouais, tout à fait d'accord avec Robin. Marion Rousse était a commenté la course sur Eurosport tout à l'heure et du coup, Guillaume Di Grazia lui a posé la question et elle disait que voilà, vis-à-vis en fait, l'enfant est prévu pour mi-juin voire fin juin. Et que Julien Alaphilippe va directement enchaîner avec le Tour de France. Donc ils ont décidé de ne pas faire une croix sur le Tour de France. Mais après, comme le disait Marion Rousse avec ses propres mots, après 3 semaines d'aussi grosse intensité mentale et physique, ne pas voir son enfant à l'arrivée, Julien ne voulait pas. Et du coup, parce que s'il devait aller à Tokyo, il serait allé à Tokyo le soir même de l'arrivée du Tour de France, parce que la course est une semaine plus tard. Donc ça a été trop compliqué. Et la surcharge physique et mentale qu'apporte le Tour de France était trop compliqué à gérer pour Julien Alaphilippe, qui aussi, et Marion Rousse l'a dit, a d'autres objectifs cette saison, notamment la défense de son beau maillot de champion du monde qu'on voit derrière Robin, et peut-être accrocher un nouveau monument à son palmarès. Je pense qu'en soi, quand on écoute sa justification, elle est très bonne. Après, n'oublions pas que les JO dans le vélo, c'est pas non plus au niveau d'un monument, d'un titre mondial. Surtout quand c'est à l'autre bout du monde et que c'est organisé dans les conditions qu'on connaît. On n'est même pas sûr encore à 100% qu'aujourd'hui la course ait eu lieu, que les JO aient lieu. Donc c'est quand même compliqué de se projeter sur un tel événement comme ça. Et pour le coup, ça reste compréhensible. Alors après, Thomas Voeckler a donné une petite interview pour répondre à ça. Il est très déçu, mais il comprend. Mais il a pas sa langue dans sa poche et il dit que ça rebat quand même beaucoup les cartes sur la stratégie qu'il avait prévue, etc. Donc ce sera intéressant et je pense qu'on en parlera plus en profondeur lundi soir sur la petite roue sur notre chaîne Twitch, où là par contre on pourra peut-être se demander comment la France doit la jouer pour ces JO, sachant que quid d'un Thibaut Pinot aussi, qui aura quand même 2 mois de repos en plus d'ici là, quid d'un Romain Bardet avec la forme qu'il a l'air de montrer sur... Enfin voilà, il y aura plein de questions et on y répondra je pense sur la petite roue. Exactement, c'est à
21h, 21h lundi, point Audimat, les gars, on est à plus de 1000. Donc voilà, c'est cool, c'est la première fois que la première équipe roue libre est à plus de 1000 en partant de zéro, c'est bien. le stream. Bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir. En partant de zéro. J'ai vu une question de Polo, vas-y, dis-moi. Non, j'aurais dit les 1000 qui nous regardent, venez tous nous regarder lundi soir, 21h sur la chaîne, le Twitch First Team 101. Viens des ma bande, effectivement. J'ai vu une question de Crouch78 qui parle de Tom Dumoulin. Tom Dumoulin qui a annoncé son équipe a annoncé qu'il ferait le Tour de Suisse. Ouais, il va reprendre sur le Tour de Suisse. Okay. Il va reprendre sur le Tour de Suisse, Polo. Donc je t'interroge pas là-dessus. Non, en fait j'ai vu que c'était pressenti, mais j'avais pas vu l'officialisation. C'est officiel, il va reprendre sur le Tour de Suisse qui va commencer le 6 juin. C'est cool de le revoir après lui qui avait dit qu'il était mentalement dans le dur et qu'il avait besoin de respirer un peu. C'est ça, et encore une fois, je fais pas du tout la pub d'Eurosport, mais vu qu'il se passait pas grand-chose dans cette étape, Guillaume Di Grazia et Steve Chenel et Marion Rousse en ont beaucoup parlé, notamment à la suite de cette histoire avec Julien Alaphilippe. Et Steve Chenel mettait en avant le fait que de coureur cycliste en 2021, c'est quand même très compliqué, avec des sponsors toujours plus présents, un nombre de courses toujours plus présent, et en fait, voilà, Tom Dumoulin a fait ce qu'on appelle un burn-out, avait besoin de temps pour lui. Il a l'air de revenir motivé puisque les Pays-Bas ont aussi annoncé qu'il serait dans la sélection pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve un Dumoulin motivé. Ce sera intéressant de voir où il en est. Déjà physiquement sur ce Tour de Suisse, il sera face à des coureurs qui préparent le Tour de France, qui nous dit qu'à la fin de ce Tour de Suisse, ce ne soit pas la petite surprise dans l'équipe Jumbo-Visma pour ce Tour de France, aux côtés de Roglic. Donc ce sera intéressant. Je pense justement qu'il n'a pas du tout envie de faire le Tour. Et dans ce cas, il aurait dû revenir après. Que c'est une des raisons pour lesquelles il s'était un peu écarté. S'il va au JO, ça va dans ce sens-là. Et quand on parle pour les cyclistes de la difficulté du métier en fait et de la charge mentale, ça correspond surtout au Grand Tour, j'ai l'impression, où c'est tellement compliqué de se préparer pour une course de 3 semaines où tout peut s'envoler. On l'a vu avec Mikel Landa en une chute qui prend 5 secondes et ta préparation de 6 mois elle est ruinée. Donc je pense que c'est aussi ça dans la tête d'un coureur comme Dumoulin qui joue les Grands Tours depuis plusieurs années, qu'il l'a fait au bout d'un moment péter un câble. Et je suis content qu'ils reviennent parce que la plupart des gars qui ont dit ces dernières années je vais prendre un break, en fait ils sont jamais revenus. Les Peter Kinnog, les Marcel Kittel, ils ont vraiment complètement fait une croix sur le vélo. Donc j'espère que pour Dumoulin ça va bien se passer et qu'il va pouvoir poursuivre sa carrière et la reprendre là où il l'a laissée. Lokang nous demande c'est quoi la chaîne pour la petite roue à 21h le lundi. C'est First Team 101 la chaîne sur laquelle vous pourrez nous retrouver. L'ambiance est dégueu à la Jumbo, nous dit Crouch. Je n'ai pas forcément entendu parler, mais pas plus moi j'y suis pas, j'ai pas été on en parlait souvent en preview du Tour de France l'an passé. On avait peur de ce co-leadership, ce multi-leadership, parce qu'on avait souvenir du Tour 2018 où entre Roglic et Kruijswijk, ça a été compliqué, mais ça a l'air de s'être très bien passé l'an passé. Voilà, maintenant. Qui aux côtés de Roglic peut remettre en cause son leadership, etc. Il n'y a plus personne. Je suis d'accord quand même qu'il pourrait y avoir quelques tensions. On voit un Wout van Aert qui ambitionne de viser le général, qui fait des stages en altitude. Pas cette année. Pas cette année, mais l'année prochaine. À terme, ça peut devenir un problème si un Wout van Aert se dit non, moi je veux plus bosser pour Roglic. On sait que quand tu as beaucoup de leaders, ça peut toujours à un moment friter un petit peu. On l'a vu dans beaucoup d'autres équipes. Avoir une panoplie de leaders, ça nécessite aussi de savoir les gérer. Sky Ineos a su faire ça pendant de nombreuses années, mais dans les autres équipes, c'est toujours un peu plus dur. Je pense que la Jumbo n'aura pas ce problème cette année. Et comme tu dis, peut-être l'année prochaine, avec un Wout van Aert qui aura peut-être d'autres objectifs, avec un Tom Dumoulin qui sera peut-être retrouvé, avec peut-être un Sepp Kuss. Là, ce qui les aide, c'est d'avoir un Roglic qui est finalement tellement au-dessus des autres qu'il n'y a pas trop de débat. Tu vois, Kruijswijk aujourd'hui n'aura pas son mot à dire. Georges Bennett est au fond du seau sur le Tour d'Italie. Donc voilà, ça va, Joseph, sur Georges Bennett? Ouais, ça a été rapide au moins. L'espoir a été très rapide. Non, mais c'est cata. Georges Bennett est catastrophique. Là, en tant que leader, c'est quand même dur dans une équipe comme la Jumbo-Visma d'avoir cette chance d'être leader unique. Sur le Giro, quand même le deuxième plus beau tour du monde, le premier pour certains, c'est dur, hein, le message qu'il envoie à son équipe, avec l'équipe tournée autour de lui. Moi, je vois des mecs comme Tobias Foss. Je pense que c'est peut-être à des mecs comme lui qu'on a dû donner les clés du camion, tout aussi jeune et tout aussi peu fort, et Vingegaard. Mais là, je parle vraiment sur cette start list sur le Giro. Mais pour le coup, comme tu l'as dit, ça pousse derrière très très fort. Et là, il n'envoie pas des bons. Et puis il a 31 ans, il est en fin de contrat, donc aujourd'hui
lui, En c'était plus. sa dernière chance. Il va se faire jarter. C'est malheureusement, un mais, excellent coéquipier, on l'a Oui, il dit. restera comme lieutenant. Il restera comme mais- lieutenant. C'est un excellent lieutenant, mais voilà, il a sa chance pas plus. pour viser plus et là, il l'a pas saisi. Il l'a pas saisi. Francky Fusil nous demande, vous en pensez quoi de la collision entre une voiture et le coureur dont j'ai oublié le nom, c'est Peter Seri. Peter Seri. Incroyable image quand même du DS de la Bike Exchange qui s'est fait exclure, mais qui vient percuter Seri. C'est terrible. Heureusement, il va bien, mais on a eu hyper peur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde dans les voitures pour justement que le mec qui conduise puisse se concentrer sur conduire. Donc c'est pas censé arriver. On a vu les images, je crois qu'il récupère un kawaii. Il est de dos en tout cas, je sais pas ce qu'il récupère, mais il est de dos dans sa voiture au bout d'un moment. Vous connaissez les compositions? Moi, j'ai toujours été étonné que le directeur sportif Conduise la quand voiture. même, ouais. Alors normalement, de moins en moins. Normalement, désormais, le directeur sportif conduit de moins en moins. C'est en tout cas la tendance et quasiment la Il règle. ne devrait pas conduire. Il est tellement Normalement. impliqué émotionnellement sur ce qui se passe ailleurs. Oui, et puis il doit donner les informations, il On doit... n'a pas le droit de mettre des AirPods, nous, quand on conduit. Mais non, mais attends, c'est intéressant. Et moi, ce qui m'impressionne en plus de tout ça, pour avoir fait une ou deux fois des étapes dans Ne des donne pas de nom, voitures, Polo. comme ça. non. Mais c'est la vitesse à laquelle ces voitures doivent aller, que ce soit celles qui sont avant le peloton ou celles qui sont derrière, celles qui sont avant pour aller se poser, pour aller donner des bidons à des moments clés, pour des ravitaux, pour des trucs, pour des passages un peu techniques avec des roues, etc. En fait, c'est très compliqué parce que tu dois slalomer entre les coureurs, tu dois faire gaffe à ta vitesse et en plus tu dois récupérer des trucs dans ta voiture avec des gens qui te parlent, avec des bidons à récupérer derrière, Et des c'est pour ça trucs, que t'as des une gestion assistants. de la course Dans à la l'oreillette. voiture, on l'a vu, Mais Polo. c'est impossible, il y a un vrai problème. Je sais pas qui c'est, mais il y vis-à-vis a quelqu'un de Bike Exchange qui a la main en dehors de la voiture et une autre voiture qui lui tend un kawaii, comme si en fait une autre voiture avait récupéré un kawaii qui appartenait à leur équipe. Mais du coup, c'est bon, il y a quelqu'un qui s'en occupait de récupérer le kawaii. Le mec qui conduit, il peut se concentrer sur la route, quoi. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Les effectifs, les staffs sont de plus en plus étoffés. Il n'y a pas besoin que le gars qui conduise, il s'occupe du kawaii. Donc normalement, oui, ça n'aurait pas dû arriver. Et en plus, tu es dans une course de vélo, j'ai envie de dire, tu dois être encore plus vigilant que quand tu es sur la route de manière normale. Parce que là, en face de toi, tu n'as pas des voitures, tu as des cyclistes. Donc évidemment, au moindre contact, même si tu le touches à 10 à l'heure, le pauvre Seri, il s'envole. Bien sûr. Une dernière question, les gars. Quelle équipe pour les Jeux Olympiques, du coup, pour le. Alors, attends, tu veux une compo là? On n'a pas pensé. Non, surtout mais un que- leader. Non, mais voilà, c'est la dernière question qu'il y avait sur le chat et après on passe. Bardet peut-être. on passe Si au Bardet quiz. fait pas le tour et qu'il a fait le Giro. Sans développer plus que ça, mais parce qu'on en parlera dans la petite roue. Bardet, Godu, moi j'ai envie de voir Godu sur ce parcours-là. Vraiment, quand je vois ce qu'il fait autour du Pays Basque. Mais quid de l'état dans lequel il va sortir du Tour de France, voir où est-ce qu'en est Thibaut Pinot. Je pense que même un Thibaut Pinot un peu affaibli peut avoir un rôle à jouer. Après, au bout d'un moment, là, on parle à cet instant T. Les JO, c'est dans 2 mois. J'espère qu'au bout d'un moment, Thibaut Pinot, il va arrêter d'avoir mal au dos. Ce serait quand même bien. Je sais pas si le problème est psychologique, s'il est médical, s'il a un J'ai peu des l'impression deux. qu'on en revient toujours à Mais la là, fin ça- d'émission. On en revient toujours. Ça fera plus d'1 an que Thibaut Pinot a mal au dos et que les gens savent pas ce qu'il a et qu'il a toujours mal. On va commencer à passer peut-être pour des amateurs si le problème est médical. Donc voilà, c'est un autre problème. Mais moi, pour le coup, j'aimerais bien voir un David Godu sur ce parcours. Il y a plein de questions qu'on ne peut malheureusement pas prendre parce qu'il nous reste un quart d'heure et c'est l'heure du quiz. Mais sachez que dans la petite roue à 21h, vous pouvez poser toutes les questions